Tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax. Bonsoir tout le monde, ici Assermandax dans la tronche en live sur Radio Campus. Nous accueillons Nicolas Gauvry pour parler des surdoués et je vous donne la parole à Vlad Tapas qui va vous introduire tout cela avec sa jolie voix. Et oui, et ma jolie voix qui malheureusement n'est pas aujourd'hui dans les studios de Radio Campus. Je ne suis pas là, je vous parle grâce à la magie d'Internet. Et c'est dommage que tu aies annoncé le nom de notre invité dans la mesure où je vais le réannoncer dans cet édito ravissant et bien équilibré que tu m'as écrit à l'avance. Oui, mais c'était pour introduire... Ah puis merde. Parce Sois pro, bordel. Je n'ai pas le droit de parole. Tout ce que je dis est préenregistré par Mandax. Je n'existe pas, je sais moi la marinette. Tu n'existes pas. Et aujourd'hui, nous allons parler des surdoués. Qu'est-ce qu'un surdoué ? Un surdoué est un enfant précoce ou à haut potentiel, ou bien encore un adulte dont les capacités intellectuelles dépassent la norme. Une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé, car il nous reste à définir précoce, haut potentiel, et ce qui permet de dire que l'intellect de quelqu'un dépasse la norme. Bien sûr, il existe le quotient intellectuel. Le QI évalue la position de l'individu dans l'échelle de l'intellect entre le génie absolu et le crétin fini. Outil important, le QI, mais qui nous semble souvent mal adapté, réducteur et peut-être peu fidèle à la réalité complexe de ce qu'est l'intelligence. En tout cas, on l'entend souvent dire. Le philosophe du XXe siècle, Michel Colucci, a dit « L'intelligence, on croit toujours en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'on juge. » Et de fait, il existe ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, qui se manifeste en ce que les gens qui manquent d'une compétence dans un domaine, par exemple l'intelligence, manquent précisément de la compétence qu'il leur faudrait pour savoir qu'ils sont incompétents. Le penseur John Cleese a traduit cela en « Quand vous êtes vraiment, vraiment stupide, vous êtes trop stupide pour savoir à quel point vous êtes stupide. » Petite parenthèse, vous pouvez chercher son intervention là-dessus sur YouTube en tapant John Cleese about stupidity. Exactement. Et c'est savoureux de l'entendre parler de ça. Toujours est-il qu'on pourrait donc se demander à quel point il faut être surdoué pour se rendre compte qu'on est surdoué. Parce que le problème, c'est que l'effet Dunning-Kruger marche aussi pour les gens très compétents, mais dans l'autre sens. Les gens très compétents ont une bonne idée de l'étendue de leur ignorance, et donc ils ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Moralité, il faut se mettre d'accord sur des critères objectifs pour déterminer qui est surdoué et qui ne l'est pas. Il faut adopter une approche méthodique, une approche scientifique. Comment reconnaît-on un surdoué ? Suffit-il d'être hyperactif et inadapté à l'école pour automatiquement appartenir à cette catégorie ? Ou bien au contraire, est-ce un état discret qui ne se remarque que dans certaines conditions particulières ? A-t-on une idée du nombre de surdoués ? Pour tenter de répondre à cela, il faut s'appuyer avec discernement sur ce que la science dit et être attentif à tout ce qu'elle ne dit pas et aux questions qu'elle laisse en suspens. Nous allons voir que l'imagerie d'Épinal du surdoué, véhiculée au travers de notre culture, est quelque peu déconnectée de la réalité du terrain. Et nous allons aussi évoquer la difficulté d'une bonne démarche scientifique sur ces questions. Et pour cela, nous recevons le docteur Nicolas Gauvry, qui est enseignant en mathématiques et chercheur en psychologie à l'École pratique des hautes études de Paris, au sein du laboratoire pluridisciplinaire CHART, ou CHART, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, ça signifie Cognition humaine et artificielle. Il est l'auteur d'un blog sur les sites de Pour la Science, Psychologie et Raison, d'une dizaine de livres de diffusion scientifique, et il co-anime le podcast Scepticisme scientifique avec Jean-Michel Abrassard et Jérémy Royer. Que l'on salue. J'ajoute qu'il a sorti... Pardon. On salue Jean-Michel et Jérémy. Mais pourquoi tu me coupes dans l'édito que tu m'as toi-même écrit ? Est-ce que tu respirais ? J'avais le temps. J'ajoute qu'il a sorti l'an dernier un livre intitulé « Les surdoués ordinaires aux presses universitaires de France ». Et on va donc dire tous en chœur, moi y compris, bonjour à Nicolas Gauvry. Bonjour Nicolas Gauvry. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Voilà, donc expert du domaine sur les surdoués, puisque tu as écrit un ouvrage sur la question. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de te demander d'emblée, direct, pour démarrer, qu'est-ce que c'est qu'un surdoué ? Parce que c'est pas évident de savoir comment on définit ce que c'est. Oh, ça commence. Sur le chat, il y a quelqu'un qui dit surdoué ou autiste. Les deux sont souvent compatibles, en fait. Bah justement, c'est pas compatible, oui, mais bon. Nicolas, je te laisse la parole pour justement éclaircir un peu les alentours. Alors, on parle du lien avec l'autisme ou de... On pourra en parler. Définition. On pourra en parler, mais on en parlera plus tard. Ouais. J'en parlais parce que déjà, c'est une question qui me semble intéressante à souligner. Alors, le problème de la définition, je vais peut-être dire avant que
c'était pas mon thème de recherche, moi, les surdoués, la précocité intellectuelle, Mhm. et que je m'y suis mis pour écrire le livre, justement, les surdoués ordinaires, et D'accord. ça m'a pris une bonne année à faire quasiment que ça, parce que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus d'articles scientifiques que je pensais sur la précocité intellectuelle, que je prends comme précocité intellectuelle, ou le fait d'être surdoué, tout ça, c'est pareil, hein. Mhm. On va dire, en tout cas pour l'instant. Euh, et voilà, donc j'ai découvert ça, et j'ai fait un peu le tour j'ai fait une revue de la littérature, si on veut, hein. Mais c'était pas mon thème au départ. Et alors, ce que j'ai découvert en fouillant la littérature scientifique, tous ces articles, il y en a trop en fait, hein, c'est que c'est terrible, c'est qu'en fait, ça fait plus d'un siècle que les chercheurs travaillent sur les surdoués, et en un siècle, ils n'ont pas encore été fichus de se mettre d'accord sur une définition. Et en fait, on ne se rend même pas compte de l'étendue des variations. C'est-à-dire, quand on passe d'un article à l'autre, les définitions sont complètement différentes. Mais alors quand même, pour fixer les idées, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge, il y a une définition quand même qui ressort le plus souvent. Et la définition qui ressort le plus souvent d'un enfant surdoué ou précoce, c'est un enfant qui a un QI supérieur à 130. Alors dit comme ça, c'est facile. Voilà. Là, c'est une belle définition, toute Merci, simple. bonne soirée. Voilà. On a la réponse. Et non, parce que cette définition-là, peut-être je précise un petit peu ce que ça veut dire. Le QI, Oui, donc quotient intellectuel, bien sûr. c'est une mesure de ce qu'on appelle l'intelligence en psychologie, et qui est une manière de mesurer, parce que c'est, disons, une définition possible de ce qu'on appelle habituellement l'intelligence. C'est une bonne mesure, le QI, hein. C'est beaucoup critiqué, mais quelquefois pour des raisons raisonnables, mais le plus souvent avec de très mauvaises raisons. Ouais, je pense Et qu'on aura des notamment, commentaires dans le chat parce que ouais. je pense que le QI sera un truc qui va énerver les gens beaucoup, en fait. Oui, bah je sais, ça énerve Tu le toujours sais, les je gens. sais que tu le sais, mais là, c'est. Et, ouais. Mais non, c'est quand même une bonne mesure de quelque chose qu'on peut appeler intelligence. Après, évidemment, chacun a sa propre définition de l'intelligence, et il y a aussi des variations culturelles sur l'intelligence. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faudrait appeler intelligence d'une culture à l'autre et d'une personne à l'autre à l'intérieur de la même culture. Donc, évidemment, c'est un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, la définition la plus courante, donc, ça dit que le QI, donc, qui est une mesure possible de l'intelligence, est supérieur à 130, c'est ce qui définit un enfant surdoué. Et pour dire à quoi ça correspond, un QI supérieur à 130, ça correspond à 2,3%, c'est assez précis, de la population. D'accord. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a à peu près, avec cette définition, il y a à peu près un enfant sur 40 qui est considéré comme surdoué. Et Voilà. Mais à quel je âge disais tout à l'heure, Oui, pardon. alors, on peut le tester. Le QI, on peut le tester à partir de 3 ans. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que c'est variable. Ça varie avec l'âge, mais ça varie assez peu à partir du début de l'adolescence. Donc, en général, on considère que c'est fiable, disons, quand on le mesure entre 8 et 13 ans. C'est bien, quoi. Mais 3 ans, on peut le mesurer. Par contre, il y a des risques de variation. Donc, on pourrait avoir un QI supérieur à 130 avec les mesures qu'on a à 3 ans, et puis que ça change après. Donc, en général, on ne le mesure pas aussitôt. Ok, bon, c'est pas utile. Voilà. Donc sinon, pour les variations de définition que je donnais, je vais peut-être préciser, parce que justement, il y a des choses qui sont liées à la manière dont on mesure l'intelligence aussi avec le QI, parce qu'on parle du QI. En réalité, dans les tests d'intelligence qui donnent le QI, aujourd'hui, on a plusieurs indices, peut-être beaucoup de gens le savent maintenant, mais on a généralement 4 indices. Oui, je vous remercie de m'avoir laissé avec le chat qui s'énerve sur le QI. Mais c'est très prévisible. Hein. Et donc, donc, le QI à l'heure actuelle, c'est un chiffre, mais ça résume plusieurs dimensions qu'on teste séparément, c'est ça? Voilà. En fait, l'idée de l'intelligence au départ, c'était de dire, on remarque que ça on l'a remarqué statistiquement, et c'est pas du tout remis en cause, hein, que beaucoup de compétences sont corrélées positivement. C'est-à-dire qu'en général, par exemple, les gens qui ont beaucoup de vocabulaire ont aussi beaucoup de mémoire et sont aussi les plus doués pour résoudre des puzzles, par exemple. Alors on s'est dit, tout ça, puisque c'est corrélé, c'est que c'est un peu lié, et ce qui fait que c'est lié, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Donc en première approximation, on va dire, mais c'est une approximation assez grossière, on peut mesurer l'intelligence, entre guillemets, ou une forme d'intelligence, en tout cas, avec ce QI total. Voilà, seulement, évidemment, c'est très grossier. Et donc on s'est dit, on voudrait peut-être avoir quelque chose d'un peu plus précis, et quand on veut quelque chose de plus précis, ce qu'on peut faire, c'est avoir non pas un indice, qui serait le QI total, mais 4 indices, dont par exemple il y a un indice de mémoire,
la mémoire à court terme, et puis un indice qui mesure la culture, plus ou moins, et puis un indice qui mesure la vitesse. Et en général, ces indices sont corrélés, c'est les mêmes personnes qui ont les grandes valeurs pour tous les indices, mais ce n'est pas toujours le cas. Okay. Et donc on peut très bien avoir des scores exceptionnellement élevés pour l'un de ces indices, et puis très moyens, voire exceptionnellement bas, pourquoi pas, pour un autre indice. Voilà. Et là, ce que je retiens juste, parce que voilà, pour résumer, pour que tout le monde soit d'accord, c'est un indice qui a sûrement des défauts, mais ce que tu dis, c'est que lorsque on a un fort résultat dans un domaine, il est corrélé avec des forts résultats ailleurs, ce qui tend à prouver que c'est une mesure qui est viable. Elle est robuste, voilà, en fait, c'est ça. Bah c'est vraiment ça qui fait que la définition de l'intelligence par le QI a un sens. Voilà, ça fonctionne, c'est pas parfait, mais ça fonctionne pas mal. Voilà, statistiquement. Pour une personne en particulier, ça peut donner des résultats étranges. C'est ça. C'est un peu comme si, pour prendre une image peut-être plus parlante, c'est comme si on s'apercevait qu'en général, les gens qui sont bons en sport sont bons dans tous les sports, c'est-à-dire les meilleurs au tennis sont aussi les meilleurs en haltérophilie, ce qui doit être le cas, à mon avis, chez les enfants, par exemple. Ou en course, etc. Il y a des gens qui sont plus ou moins sportifs, voilà, ça c'est statistiquement hein, vrai. Et il est mauvais comme moi, voilà, c'est ça. Et puis il y en a qui, voilà, comme toi, qui sont mauvais partout, en sport. Donc si on avait ces résultats statistiques, on pourrait dire, ça veut dire qu'en fait, on peut mesurer un score global qu'on pourrait appeler le quotient sportif, ce serait le QS, voilà, qui serait en gros la moyenne de toutes les notes de sport. Voilà, et statistiquement, ce serait tout à fait raisonnable. Mais après, pour certaines personnes, ça peut être complètement absurde. Par exemple, quelqu'un qui va être champion du monde, je ne sais pas, moi, champion du monde d'haltérophilie, mais qui coule quand on le met dans l'eau, par exemple. Quand on fait la moyenne entre haltérophilie et natation, il a la note maximale d'un côté et la note minimale de l'autre, ça fait quelque chose de moyen. Et du coup, son quotient sportif dirait, voilà, quelqu'un de moyen. Ce qui est un peu réducteur. Bien sûr. Et évidemment, c'est une définition très, très grossière. C'est exactement pareil pour l'intelligence. Donc en général, c'est pas mal, statistiquement, c'est bien. Et pour certaines personnes, quand il y a de gros décalages entre les différents indices, ça donne des choses un peu absurdes, quoi, comme résumer le QI total. Hein, donc en gros, c'est un outil vu de loin, quoi, pour ranger les gens dans des grandes catégories où, a priori, ils ont leur place. Voilà. D'accord. On peut dire ça comme ça. On a des descriptions plus ou moins grossières. C'est ça, parce que le QI, on pourrait passer la soirée à en parler, je pense. D'ailleurs, ça aurait peut-être le coup de faire une émission dessus, mais voilà, je pense qu'on peut mettre ça de côté et essayer de vraiment passer au sujet. Parce que sinon... mais alors j'en parlais juste pour expliquer que du coup, comme il arrive chez certaines personnes qu'il y a beaucoup de décalage entre les différents indices, les psychologues n'ont pas tous réagi de la même manière. Et donc certains disent, en fait, il faut considérer comme surdoué quelqu'un qui a au moins un des indices qui a une valeur exceptionnelle. D'autres ont dit, il faut simplement regarder le QI total, qui est plus ou moins une moyenne des indices, c'est pas tout à fait ça. Et d'autres, enfin, ont dit, il faut que le QI total soit élevé et qu'en plus, il n'y ait pas trop de décalage entre les différents indices. Donc ça fait déjà 3 définitions. Juste à partir du QI et du même seuil de 130, on arrive à déjà 3 définitions différentes. Mais en plus de ça, ils ne sont pas tous d'accord sur le seuil de 130, qui a quelque chose d'arbitraire, en fait. Donc certains disent un QI de 120, ça suffit, on peut déjà parler de surdoué. D'autres disent qu'il faut un QI de 145, d'autres qu'il faut un QI de 110, il y en a qui commencent à 110. Voilà, donc il y a aussi des seuils tout à fait différents, comme ça. Et puis... à cause des raisons pour lesquelles on s'intéresse aux surdoués, il y a aussi toutes sortes d'autres définitions qui ont été proposées. Par exemple, une des raisons pour lesquelles on s'intéresse aux surdoués, c'est qu'on se dit c'est intéressant de repérer les enfants surdoués parce que c'est des enfants qui pourront faire des choses exceptionnelles peut-être, si on leur donne les moyens, voilà, qui ont du potentiel, d'où l'expression haut potentiel intellectuel. En anglais, ils ont un terme un peu négatif mais qui est intéressant, que tu connais mieux que moi, c'est underachiever, je crois, non, c'est ça, undermaker. Ça, c'est une catégorie de surdoués pour les surdoués. Pardon. Ils disent gifted pour les surdoués, donc ils disent doué en fait, simplement. Gifted, ok, très bien. Ouais. Et underachiever, ça veut dire sous-réalisateur. C'est qu'ils ont un potentiel du coup, et en français, on a plutôt l'aspect potentiel plutôt que l'aspect under sous. Enfin bref, bon, je vais pas mélanger tout, donc je vais te laisser continuer. C'est mieux. Et donc je disais juste que voilà, si la motivation pour étudier les surdoués, c'est réussir à détecter les enfants qui vont pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel, dans ce cas, le QI, c'est insuffisant. On peut trouver des choses exceptionnelles parce qu'on est particulièrement créatif, par exemple. Et donc les gens qui parlent de haut potentiel, maintenant, beaucoup introduisent aussi des tests de créativité.
et disent que on parlera d'enfants à haut potentiel si soit le QI est très élevé, soit la créativité est très grande. Et après, avec haut potentiel, on peut même généraliser. On parle de haut potentiel sportif, de haut potentiel en leadership, de haut potentiel en ce qu'on veut, hein, en art. En zététique. Voilà. D'accord. Donc, ce qui fait encore des définitions très variables. Et donc, par exemple, j'ai une collègue à Nanterre qui s'intéresse beaucoup à la créativité, au haut potentiel créatif. Et alors, elle fait passer des tests d'intelligence et de créativité. Et parmi les gens qui font ça, tous ne sont pas d'accord pour savoir lesquels on va considérer comme surdoués. Est-ce que c'est ceux qui ont au moins un des deux indices dans les extrêmes supérieurs, ou est-ce que c'est ceux qui ont les deux indices dans les extrêmes supérieurs, ce qui donne évidemment pas la même définition. Donc ça rajoute une petite question, des boîtes dans les boîtes, quoi, en fait. Vled. Ouais. Quelqu'un affirme dans le chat que les tests sur les gens surdoués sont essentiellement effectués par des parents qui ont les moyens, parce que passer le test coûterait 400 €. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Ça me paraît cher, 400, mais c'est vrai que c'est cher. Ça me paraît cher, ouais. 400, ça me paraît quand même beaucoup. C'est vrai que c'est cher de faire passer un test. Et que, alors, il y a quand même, quand les enfants surdoués sont repérés à l'école, en général, il y a moyen de faire passer des tests par le psychologue scolaire, auquel cas c'est gratuit. Et moi, je suis passé un petit peu brièvement par la psychologie scolaire, et j'ai fait passer quelques tests. Et j'ai rencontré très peu, mais quelques-uns, quelques surdoués dont les parents n'auraient peut-être pas eu les moyens de faire passer des tests chez des psychologues en libéral. Mais c'est vrai que c'est cher et que c'est pas à la portée de tout le monde. Mais du coup, la question qui moi me vient, c'est que si on a des étiquettes que tu dis le mec qu'elles étaient plutôt arbitraires, parce que personne n'est d'accord pour une définition, que le seuil il est plus ou moins arbitraire également, dans quelle mesure ces tests sont utiles, et surtout qu'est-ce qui caractérise un surdoué? Parce que bon, qu'on soit à 110 ou 130 ou 140, je ne pense pas que ce soit la même chose, mais est-ce qu'il y a des conséquences dans la sociabilité, dans différents paramètres dont on va parler? Est-ce qu'on voit un effet entre la surdouance et ce que les gens font, quoi, comment ils vivent? La surdouance. Je sais pas, j'ai inventé le mot. Est-ce qu'on dirait pas la surdotation? On dit douance parfois, les Canadiens, voilà. Je crois, disent douance. La douance. Les Canadiens. Il y a des indices qui sont plus ou moins forts statistiquement. Voilà. Comment on reconnaît un enfant surdoué s'il n'y a pas de test? Comment on fait? Alors, on en repère certains, mais pas tous. Enfin, il y en a qui sont complètement invisibles, hein, qui n'ont rien de spécial, qui sont ni brillants à l'école, ni très en retard, donc qu'on ne repère pas. Et quand on tombe dessus, par hasard, c'est pour un trouble qui n'a rien à voir. Mais il y a des signes certains. Par exemple, les enfants précoces, en général, marchent plus tôt que les autres, parlent plus tôt que les autres, c'est-à-dire que les premiers mots arrivent plus tôt, et le discours aussi construit, la grammaire, tout ça arrive plus tôt. Un signe qui est presque une preuve, je voudrais dire, de douance, de précocité, c'est les enfants qui apprennent à lire presque tout seuls. Ah oui. Ça on parlait, ça, sur le chat, justement. Voilà, ça c'est un signe. Voilà, il y a des enfants vraiment. Alors quand on dit tout seul, c'est pas vraiment tout seul, mais c'est des enfants qui regardent des livres avec leurs parents, comme font tous les enfants bien avant la maternelle. Et puis simplement ça les intrigue, ils posent des questions, mais contrairement aux autres enfants, ils sont peut-être plus curieux aussi. Ils comprennent tout seuls le principe de la correspondance entre les lettres et les sons, alors qu'un enfant ordinaire habituellement ne fait pas le lien, n'est pas capable de faire tout ça avant la. Voilà. Je dis avant la maternelle, je dirais avant la fin de la maternelle. Quelqu'un intervient pour dire, je me permets d'intervenir pour affirmer, pour rappeler qu'un enfant précoce n'est pas forcément surdoué. Ce serait peut-être bien de revenir là-dessus. Alors, c'est quand même synonyme. Hein. Quand on parle de précocité intellectuelle dans les articles scientifiques ou de surdoué c'est un peu démodé maintenant, on dit plus trop surdoué. C'est devenu synonyme. Donc, on a la même définition d'un QI supérieur à 130. Par contre, ça renvoie à des idées différentes sur ce que c'est. Voilà. C'est ça qui est intéressant qu'on va questionner aujourd'hui. Et par exemple, j'en profite, est-ce qu'il y a un lien réel entre surdoué et hyperactif? Parce que souvent, on entend le lien, les gens font le lien. Est-ce qu'il existe? Alors,
il y a quelques éléments qui suggèrent que les surdoués présentent à l'école des comportements qui font penser qu'ils sont hyperactifs. Voilà. Mais ce que disent les psychologues qui ont travaillé là-dessus, c'est qu'en fait, en général, ils ne sont pas hyperactifs. C'est-à-dire qu'ils sont faussement diagnostiqués comme hyperactifs, simplement parce qu'ils s'ennuient à l'école et que du coup, ils chahutent, des choses comme ça. Ils n'écoutent pas. Ils ont fini avant tout le monde, ils ont tout compris, du coup voilà. Ils s'ennuient. Okay. Mais c'est pas une vraie hyperactivité, c'est juste une apparence, parce que c'est pas la même pour eux. Enfin, les conditions changent par rapport aux autres, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, en général, on peut faire la distinction parce qu'ils ont l'air hyperactifs à l'école, mais finalement, quand ils arrivent à trouver une passion, en tout cas, ils n'ont plus du tout l'air hyperactifs. Ils sont tout à fait capables de rester concentrés et en place. Voilà, donc c'est un lien. Donc il y a vraiment un lien, si on veut, du fait qu'il y a des problèmes de diagnostic, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est compliqué de faire les diagnostics. Parce que, du coup, les parents, bien souvent, on entend dire mon enfant il est nul à l'école, mais c'est parce qu'il est surdoué. Alors ça c'est un autre. Ça, je pense que tu peux nous donner une collection de tout ce qu'on entend, de tout ce qui est lieu commun sur les surdoués, qui sont des constructions qu'on a par les médias, etc. Enfin, je vais laisser Vlad poser sa question, mais voilà. Après, ça sera la mienne. Quels sont les lieux communs? Il y a deux questions en fait qui reviennent plus ou moins beaucoup là, et donc je vais les poser. Vas-y. Nous t'écoutons. Alors déjà, il y a des questions sur l'hypersensibilité, le rapport avec l'hypersensibilité. Très bien. Et puis ensuite, on est encore de retour sur le rapport entre l'autisme et... Ok, ça, on va en parler, ouais, c'est prévu. Et voilà, non mais juste, je le dis, ça commence à faire plusieurs fois que ça revient. D'accord, donc on va parler de ça. Très bien, très bien. Mais l'hypersensibilité déjà peut-être, parce que ça ira plus vite je pense. Mais c'est quoi moi je ne connais pas, c'est quoi l'hypersensibilité? C'est le fait d'être hyper excitable dans plein de domaines. Alors en fait je vais peut-être revenir au point de départ de ce truc-là, je crois que c'est une théorie qui a été énoncée, mais théorie pas au sens scientifique, c'est une théorie au sens courant, on pourrait dire une hypothèse. Voilà, une conjecture. Une conjecture, voilà. C'est la conjecture de Dabrowski. D'accord. Alors, je sais plus, je crois que ça date des années 60, si je me souviens bien, qui dit qu'en fait, les surdoués sont des gens hyper excitables dans tous les domaines. Alors, il fait une liste de domaines, mais par exemple, il y a le domaine cognitif, et là, hyper excitable, ça veut dire très curieux, avec une envie de savoir toujours de nouvelles choses, d'expérimenter, etc. Et puis, dans le domaine sensoriel, ça veut dire... par exemple, très sensible au bruit, très sensible aux couleurs, etc. Et puis émotionnel aussi, donc des gens qui sont facilement très tristes ou très heureux, des choses comme ça. Voilà. Et alors ça, c'est devenu effectivement un lieu commun et que je vois répéter partout, que les surdoués sont hypersensibles. Et en réalité, quand on regarde les éléments scientifiques qui vont dans ce sens, il y en a pour l'hypersensibilité cognitive, c'est-à-dire que effectivement, les surdoués sont plus curieux. C'est ce que les psychologues appellent l'ouverture dans la définition de la personnalité. Ça correspond à la curiosité, l'envie de savoir de nouvelles choses. Et là, effectivement, ils sont au-dessus de la moyenne. Donc voilà, ça c'est vérifié. Par contre, l'hypersensibilité sensorielle, par exemple, ça a été testé. Et notamment, je vais vous répéter ce que m'a dit un psychologue belge qui connaît beaucoup mieux les surdoués que moi, parce que lui, c'est vraiment son domaine de recherche depuis très longtemps. C'est Jacques Grégoire. Et lui, il avait fait une étude là-dessus qui avait un intérêt vraiment tout particulier. C'est qu'il a recruté donc des surdoués, c'était des adultes, surdoués et non surdoués, et il leur a fait passer des films en fait, dont on sait qu'ils évoquent certaines émotions. Donc il y a des films qui font peur, il y a des films qui rendent tristes, des films qui rendent joyeux. Et il a demandé aux gens de dire s'ils étaient plus ou moins touchés par les films, par des questionnaires, de dire s'ils étaient... apeurés, etc. Mais il a aussi mesuré des symptômes physiques. Donc il relevait le rythme cardiaque, je ne sais plus comment on dit, la résistance de la peau, etc. Enfin, il y a la dilatation de la pupille. Donc il y avait aussi des indices physiques. Les marqueurs physiologiques des émotions, quoi. Les marqueurs physiologiques, merci. Ah, c'est bien d'avoir des scientifiques. Oui, ouais. Et alors, ce qu'il a constaté, c'est qu'en fait, il y avait une très bonne corrélation entre ce que disent les gens dans le questionnaire et puis ce qu'on mesure. Donc ça, c'était bon signe. Ouais.
Il a trouvé aussi une grosse différence entre, et c'était pas du tout ce qu'il cherchait, entre les hommes et les femmes. Par contre, il a trouvé aucune différence entre les surdoués et les autres. Donc pour l'hypersensibilité sensorielle, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas d'autres résultats qui vont dans le sens inverse, en tout cas. Et celui-là me paraît vraiment bien grâce à ces marqueurs physiologiques. Voilà, il n'y a pas d'éléments qui vont dans ce sens. D'accord. A priori, de ce que j'ai vu, moi, il n'y a que l'hypersensibilité cognitive, c'est-à-dire l'envie de savoir, la curiosité. Donc, il n'y aura pas d'hypersensibilité émotionnelle ou artistique, encore que l'artistique c'est lié à la curiosité, mais voilà, donc c'est pas. Alors là, j'ai rien vu. D'accord. Donc je peux pas me prononcer parce que je me souviens pas d'avoir vu quoi que ce soit sur l'hypersensibilité artistique, par exemple. Donc je ne sais pas. D'accord, très bien. Voilà. Led, tu as une autre question, je crois. J'en ai eu deux, dont une qui m'étonne. Déjà, il y a une question qui m'a plus l'air d'être du niveau du biais de confirmation qu'autre chose, mais ça peut être moi parce que voilà. Mais il y a quelqu'un qui pose des questions sur le fait que les hauts potentiels sont globalement plutôt des gens originaux et particuliers, disons. Alors, est-ce qu'ils seraient plus originaux, plus bizarres, plus particuliers que les gens qui n'auraient pas ce OQI? Originaux dans le sens de créatif? Non, dans le sens de chelou. Dans le sens de chelou, je sais pas comment ce que ça veut dire. Définissez chelou, monsieur. Voilà, il faut définir chelou. Maintenant, je veux une peer review. Non, quand même, c'est pas sans lien parce que donc je vais préciser un peu à quoi je pensais là. Dans la créativité, il y a plusieurs composantes. Quand les psychologues travaillent sur la créativité, ils mesurent plusieurs choses, et notamment une des choses qu'ils mesurent, c'est l'originalité, c'est-à-dire la capacité à avoir des réponses auxquelles les autres ne pensent pas. Et alors pour illustrer tout de suite, je vais donner un exemple tout simple. Dans un test qui peut servir à mesurer la créativité, enfin un petit bout de test en tout cas, on demande simplement aux gens de trouver par exemple le plus de mots possibles qui commencent par la lettre F ou une autre lettre, peu importe, en un temps donné. On peut regarder les mots et comme on a fait ce test-là avec énormément de gens, on sait que certains mots, alors je ne sais pas par F, j'imagine que famille, farine, fille, femme, ça doit farine, souvent, beaucoup, farine, oui, voilà, que ces mots-là sont fréquents. Et puis, alors que flegme, non, ça rentre pas, tu vois. Alors que peut-être flegme, c'est plus original. Voilà. Bah en fait, c'est et donc on sait quels sont les mots qui reviennent souvent et quels sont les mots qui reviennent rarement. Et ça permet de mesurer l'originalité, donc qui est une des composantes de la créativité. Voilà. Et donc, je pense que c'est lié à chelou, parce que chelou, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui fait pas comme les autres, donc qui a des réponses rares, disons, voilà, étonnantes. Et donc dans ce cas-là, eh ben, effectivement, c'est validé parce que effectivement, les surdoués sont plus créatifs que les autres en moyenne. Même si en fait, c'est pas réservé aux surdoués parce qu'on a étudié le lien entre le quotient intellectuel et la créativité sur tout le continuum du quotient intellectuel. Et ce qu'on observe en fait, c'est que la créativité augmente en moyenne quand le QI passe progressivement de, alors on prend les plus bas à 50, 60, 70, 100, etc., jusqu'à 110 à peu près. Et puis vers 110, 120, ça stagne. Voilà, c'est-à-dire qu'en moyenne, les gens qui ont un QI de 140 ne sont pas tellement plus créatifs que ceux qui ont un QI de 120. Mais par contre, ceux qui sont au-dessus de 120 sont plus créatifs en moyenne que la plupart des autres personnes. Et du coup, oui, on peut dire que c'est plus ou moins validé, qu'ils sont originaux dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas si ça correspond exactement à chelou, mais... C'était plus ou moins ça. Je suppose. Je pense en tout cas, parce que voilà, définir normalité, c'est quand même quelque chose d'assez assez délicat. Oui. Et on demande aussi, quid de la surcharge cognitive chez les surdoués? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris non plus ce que c'était la surcharge cognitive. Alors ça, je pense que ça fait référence à une idée qui a été, donc qui est partiellement validée aussi, mais qui est un peu exagérée souvent, qui est la suivante, c'est que quand un enfant surdoué pense ou réfléchit à un problème, par exemple, il a plein d'idées qui partent dans tous les sens. Ce qui a donné en français seulement l'expression « penser en arborescence ».
Alors, dans la pensée en arborescence, voilà, ça renvoie à cette idée que quand les surdoués pensent, eh ben, à partir d'une idée, ils vont en avoir 3, et puis en fait, ils vont suivre les 3 chemins à la fois qui vont leur donner chacun 3 idées, ce qui fait 9 idées à la fois dans la tête. Et à la fin, donc, ça devient ingérable parce qu'on a trop de choses dans la tête. Et c'est ça la surcharge cognitive. Ok. Alors ça, ouais, pensée en arborescence, c'est un mot qui n'existe qu'en français, et dans la littérature scientifique internationale, il n'y a pas ça. On ne parle pas de pensée en arborescence, mais il y a quand même quelque chose qui correspond, qui s'appelle la pensée divergente. Surcharge cognitive égale épuisement, me précise-t-on. Alors surcharge cognitive, normalement, c'est quand on a trop d'informations dans la tête pour pouvoir résoudre un problème, en psycho. Hein. D'accord. L'épuisement, alors si c'est le burn-out, c'est autre chose, mais... Bon, admettons que on va prendre la définition telle que tu la donnes, à savoir quoi, là, que c'est trop d'informations. Ça me paraît plus intéressant. En tout cas, je finis avec ça. En tout cas. Après, si c'est le burn-out, c'est autre chose. Et voilà, donc cette idée d'arborescence, ça correspond dans le monde international, c'est-à-dire anglophone, à ce qu'on appelle la pensée divergente. Comme dans le film. Alors, c'est Cadmis, c'est ça, non, divergente, non. Pardon, je n'ai aucune culture, excusez-moi. Oui, c'est un petit peu ça. Qui n'est pas un mode de pensée différent. Alors ça, j'insiste souvent là-dessus parce que les gens s'imaginent qu'il y a différentes manières de penser. En fait, c'est pas une manière différente de penser qu'on trouve chez les surdoués. C'est simplement que on est tous capables, à partir d'un point de départ, d'avoir plusieurs idées. Ça c'est tout le monde est capable de faire ça. Simplement, on le fait plus ou moins. D'accord. Donc, bonne nouvelle, vous êtes tous potentiellement aussi brillants qu'un surdoué. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, c'est pas ça. J'ai un immense doute. Ce que je veux dire, c'est que la pensée divergente, c'est pas une catégorie. On n'est pas soit pensée divergente, soit pas. Ouais. C'est quelque chose qui est plus ou moins développé, qui se mesure donc par un nombre, voilà, une valeur continue comme le QI. Et cette pensée divergente, donc quant à la mesure, effectivement, elle est plus élevée chez les surdoués. Ça veut dire qu'ils ont plus d'idées à partir du même point de départ, plus facilement. Voilà, donc peut-être que ça a donné cette idée qu'ils sont facilement débordés parce qu'ils ont trop d'idées dans la tête et qui s'épuisent à cause de ça. Est-ce que moi, j'ai rien vu. Ouais. J'ai rien vu par rapport à la pensée divergente dont tu parles, j'ai un mot dans la tête. On dit parfois think out of the box, penser hors de la boîte. Est-ce que ça a un lien avec la pensée divergente ou pas du tout ? Ça, ce serait plutôt l'originalité, ça. D'accord. Très bien. Parce que pensée divergente, c'est le fait, si je reprends l'exemple des lettres, des mots qui commencent par la lettre F de tout à l'heure, plus on donne de lettres, plus en quelque sorte on a une pensée divergente, ça veut dire que ça part dans tous les sens. Et si on veut le mesurer un peu plus, peut-être on pourrait regarder dans tous les mots qui ont été donnés, combien de catégories ont été abordées. Est-ce qu'il y a par exemple que des vêtements, ou est-ce qu'il y a des vêtements, des animaux, des plantes ? Voilà, si c'est plus varié, ça fait un plus grand score de pensée divergente. D'accord. Voilà, ce serait un peu ça l'idée. Ok. Et donc ça, c'est lié à sujet. Oui, tu as autre chose sur la surcharge cognitive ou on passe à autre chose ? Je crois qu'on a laissé de côté la question de l'autisme tout à l'heure. J'aimerais qu'on en parle juste 2 minutes. Après, on fait la pause. Et de toute façon, après, on va revenir un peu sur les idées pour creuser un petit peu ce qu'on croit et puis ce qui est vrai. Mais c'est vrai que sur les autistes, comme ça revient beaucoup, est-ce que la définition de l'autisme, déjà, est-ce que ça a un lien avec le niveau d'intelligence ? Je pense pas, mais c'est pour... Ah non, alors en moyenne, les autistes, si on prend toutes les personnes avec autisme, en moyenne, elles ont un QI inférieur à 100. D'accord, déjà c'est intéressant. Après, souvent on parle des autistes de haut niveau ou des Asperger, qui eux ont, ça c'est dans la définition, donc par définition, ils ont une intelligence au moins normale et qui peut être très supérieure. Donc il n'y a pas du tout de contradiction. Il n'y a pas de corrélation entre être autiste et être intelligent ou pas intelligent. Voilà. Mais en fait, mais beaucoup de gens pensent que quand on est autiste de haut niveau, on est plus probablement surdoué, ou l'inverse, que quand on est surdoué, on est plus probablement autiste. Et en fait, ça, c'est pas vérifié statistiquement. Très bien. Par contre, ce qui peut paraître peut-être étonnant, c'est que l'autisme qui est considéré comme un trouble, finalement, parmi les autistes de haut niveau, il y a autant de surdoués que dans le reste de la population donc si on prend la population qui a un QI au moins ordinaire, donc au moins supérieur, au moins égal à 100,
Et l'ensemble des autistes de haut niveau qui ont eux aussi un QI supérieur à 100, on trouve le même pourcentage de surdoués dans les deux populations. Pourcentage, hein, pas nombre. C'est étonnant. Ok. J'ai cru entendre que c'était en nombre absolu, ça m'a fait peur, mais c'est en pourcentage. Ah non. D'accord. Oui, en pourcentage. Et voilà. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'abord, il y a des stéréotypes qui reviennent tout le temps. Stéréotypes, pas au sens négatif, hein, mais des images, des personnages qui reviennent régulièrement au cinéma, à la télé. Oui. C'est l'autiste super intelligent, c'est Redman et compagnie. Sheldon Cooper. Et voilà, je pense qui fait que dans l'imaginaire collectif, il y a vraiment ça, il y a un lien entre les deux. C'est assez étonnant d'ailleurs, c'est une question qu'on me pose souvent. Et alors, en fait, en même temps, je dis ça assez étonnant, c'est pas si étonnant que ça, parce qu'il y a quand même des comportements, ou je sais pas, des traits que les gens qui travaillent avec les surdoués ou qui travaillent avec les autistes ont retrouvé, et des chercheurs vraiment célèbres hein, qui travaillent vraiment là-dessus se sont dit qu'il doit quand même y avoir quelque chose de commun. Parce que effectivement, on retrouve des traits, quoi. Eh ben écoute, tu sais quoi? Tu vas nous expliquer les traits après la pause. On fait un cliffhanger de dingue et on va passer à la pause musicale avec un morceau qui s'appelle Gifted Child, donc Gifted. Il se trouve que c'est un morceau du groupe Cadmium, dont le chanteur s'appelle Bled Tapas. Il n'était pas au courant. J'adore ce groupe. Oui, c'est un très bon groupe. Donc je me tourne vers Sidney qui va nous mettre ça et on se retrouve dans à peu près 5 minutes. À tout de suite. Toujours sur Radio Campus Lorraine, sur le 99.6 à Nancy, le 106.1 à Metz et toujours dans la tronche en live dans quelques minutes. On est de retour dans la tronche en live sur Radio Campus au 99.96 sur Metz. Et puis c'est quoi déjà? Alors c'est 99.6 à Nancy, 106.1 à Metz, sur le www.radiocampuslorraine.com, certainement vous nous écoutez, et puis vous pouvez aussi essayer de nous écouter sur certaines autres plateformes comme les applications sur les réseaux sur iPhone, tout ça, Android, ou alors sur votre Freebox dans l'onglet Radio. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Et donc, nous avions quitté Nicolas sur la question absolument breathtaking sur... je ne sais plus, en fait, c'est sur les autistes, mais sur quels sont les vrais critères je ne sais plus. Voilà, Nicolas. Oui, non, je disais que les ressemblances qu'on peut voir parfois entre des comportements qu'on attribue, disons, aux surdoués et des comportements qu'on attribue aux autistes. Par exemple, le fait d'être enfermé, le fait de se passionner pour des choses que les autres ne trouvent pas intéressantes. Tout ça, ça a été remarqué aussi par des chercheurs qui sont spécialistes soit de douance, soit de l'autisme. Et certains ont avancé des hypothèses qui sont pour l'instant pas vraiment validées, mais enfin qui sont prises au sérieux, en tout cas quand même, prises au sérieux, sur d'éventuels liens. Alors par exemple, c'est Temple Grandin qui est chercheuse et autiste, qui dit qu'une des caractéristiques des autistes, de la pensée des autistes en tout cas, c'est de penser par image. Voilà, c'est ce qu'elle dit, elle. Alors, je pense que c'est plutôt un témoignage qu'autre chose. Je ne sais pas si c'est vraiment validé. Et elle pense que c'est aussi une caractéristique des enfants précoces. Ou certains pensent que c'est aussi une caractéristique des enfants précoces. Alors, et puis, il y a un autre... Temple Grandin, pour dire aux gens que ça peut intéresser. Donc, ça s'écrit Temple Grandin, Grandin. Et il y a un film qui n'est pas très vieux, que moi j'ai vu et que je trouvais très, très bien foutu. Ouais, mais c'est plus de l'ordre du témoignage, en effet, que de la démarche scientifique pour expliquer ce que c'est que l'autisme. Mais c'est intéressant. Voilà, pardon. Je te rends la parole. Et puis il y a aussi la théorie de Baron Cohen, qui est lui un spécialiste de l'autisme au départ, encore plus connu, en sciences en tout cas. Et alors sa théorie, lui, c'est que les gens sont plus ou moins se placent, disons, sur un continuum entre des intérêts plutôt tournés vers l'humain et les relations, et des intérêts plutôt tournés vers les structures et les objets. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que quand on a cet esprit tourné vers les objets et les structures, donc un esprit plutôt logique et moins dans la relation, si on a cette caractéristique un peu, c'est un avantage et ça augmente le QI et ça fait qu'on est enfant précoce. Et si on l'a trop, ça fait qu'on devient autiste parce qu'on s'intéresse que aux objets, aux structures et on est du coup incapable de gérer des relations. Et ça, voilà, justement, moi, on parle un peu d'autisme, et du coup, c'était pas le sujet, mais moi, j'ai cru lire des choses, alors c'est pas totalement avéré, mais qu'il y aurait un lien entre l'autisme et la théorie de l'esprit.
À savoir que les autistes seraient défaillants, ou en tout cas n'auraient pas le même niveau de compréhension de la théorie de l'esprit, qui est la capacité à comprendre qu'autrui a des sentiments, des intentions, etc. Et est-ce qu'il y a récemment des choses qui vont dans ce sens-là, ou pas? Tu parles sur l'autisme? C'est plutôt l'autisme, en l'occurrence, c'est pas le sujet. Mais Oui, voilà. oui, c'est un des grands axes de recherche sur l'autisme. D'accord. Mais donc, je ne suis pas spécialiste de l'autisme, mais effectivement, le déficit de théorie de l'esprit, oui. Ok, donc la théorie de l'esprit, ce sera le sujet de notre intervention à Velay des Mois à Video City le week-end du 7 et du 8 novembre. Donc voilà, venez, on va en parler un petit peu. On ne parlera pas d'autisme, par contre, on parlera juste de la théorie. On est bien. Oui, ça sera cool. donc les liens entre autisme et surdouance, il y a comme tu dis, il y a des choses, il y a des corrélations. En fait. Alors non, c'est pas vraiment des corrélations. C'est simplement que certains ont remarqué des comportements qui semblaient similaires et certains ont fait des hypothèses mais qui ne sont pas encore vérifiées sur éventuellement des choses sous-jacentes qui pourraient lier les deux. Mais statistiquement, hein, comme je disais tout à l'heure, en fait, si c'était vrai, on devrait trouver plus ou moins de surdoués chez les autistes selon comment ça fonctionne. Mais par exemple, la théorie de Baron-Cohen selon laquelle si on a suffisamment d'intérêt pour les structures, on est surdoué, et si on a trop d'intérêt pour les structures, on devient autiste. Ça devrait se traduire par un lien statistique entre le fait d'être autiste et le fait d'être surdoué. Et ce lien, on ne le trouve pas, en fait. D'accord. Donc, en gros, en moralité, il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre les choses. Et pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a un lien entre surdouance et autisme. Voilà, ouais. Pour l'instant, disons, avec ce qu'on sait, ça suggère plutôt que c'est des choses complètement indépendantes, mais qui ont des ressemblances dans les manifestations. D'accord. Alors, du coup, pour revenir un peu, donc là, dans la deuxième partie de l'émission, on va essayer de questionner un par un les lieux communs, les idées reçues qu'il y a sur les surdoués, et notamment l'idée de l'échec scolaire. On n'en a pas trop parlé. Mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire que mon fils, ma fille est en échec scolaire, et du coup, c'est certainement parce qu'il est surdoué. Ouais, ça c'est vraiment un truc complètement fascinant, parce que le QI au départ, ça a été créé pour prédire la réussite scolaire. C'est-à-dire qu'au départ, le QI a été créé pour pouvoir dire si un enfant était capable de suivre dans la classe supérieure ou s'il valait mieux qu'il redouble. Du coup, s'il a un QI élevé, il ne devra pas échouer à l'école. Voilà, c'est fait pour, et ça marche. Donc, c'est-à-dire que le QI, ça prédit effectivement la réussite scolaire. D'accord. Donc ce serait vraiment étonnant que les gens avec un QI élevé aient un risque supérieur d'échec scolaire. Alors il y a une idée derrière, c'est pas complètement absurde non plus. L'idée derrière, c'est que en fait, les gens qui ont un QI très élevé à l'école élémentaire, par exemple, du coup comprennent tout en ne travaillant pas, et donc n'apprennent pas à apprendre. Et qu'ensuite, quand ils se retrouvent un peu plus tard au collège, adolescents, ils n'arrivent plus à utiliser leur intelligence supérieure pour comprendre sans apprendre. Mais contrairement aux autres, ils n'ont jamais appris à apprendre, et donc ils se retrouvent coincés et en échec scolaire. Il y a un effet seuil, il y a un effet seuil, et puis en dessous tout va bien, et au-dessus ça marche plus. Oui, enfin il n'y a pas forcément un seuil, mais voilà, l'idée, éventuellement ça peut être un seuil à 130. On peut imaginer. Il y a un seuil dans le parcours de l'élève à un moment donné. Dans le parcours, oui, pardon, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un niveau à partir duquel on ne peut pas se contenter d'écouter et puis réussir. C'est triste. Donc voilà, cette hypothèse n'est pas complètement absurde, ça pourrait être vrai. Tous les éléments qu'on a, il y en a très peu en fait, mais les quelques éléments qu'on a vont vraiment dans le sens que les surdoués réussissent mieux à l'école. C'est-à-dire les études les mieux faites montrent ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de données. Et alors ça, c'est un truc tout à fait fascinant, parce que j'ai cherché, c'est une question pourtant a priori assez simple, et j'ai pas de réponse. Mais quand même, je vais revenir un petit peu sur... j'ai quand même des morceaux de réponse. J'espère. Donc on ne sait pas là pour rien quand même. Et je reviens un petit peu sur le truc. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu à une époque l'idée qu'un surdoué, c'est quelqu'un qui réussit forcément brillamment à l'école. Et c'est encore une idée répandue. Par exemple, il y a des enseignants, quand on va les voir et qu'on leur dit votre gamin, l'élève là dans la classe, en fait, il fout le bordel pas parce qu'il est casse-pied, mais juste parce qu'il s'ennuie, parce que c'est trop facile. Et l'enseignant
répond, ça c'est du vécu, hein, répond c'est pas vrai, il est sûrement pas surdoué parce qu'il n'a pas des résultats fantastiques. D'accord. Et on lui dit oui, mais s'il n'a pas des résultats fantastiques, c'est juste parce qu'il s'aperçoit qu'en foutant absolument rien, en n'écoutant même pas, il a aucune difficulté, lui il voit pas l'intérêt d'être premier de la classe. Donc ça arrive. Ça veut dire que tous les enfants précoces sont pas brillants à l'école. On peut avoir un QI de 150 et pas être brillant à l'école. Donc ça c'est important. Les jeunes qui nous écoutent à ce temps-là, juste avant d'aller se coucher, c'est quoi? C'est bon signe. On peut être moyen, mais avoir un grand potentiel pour la suite. C'est encourageant. Voilà. Ouais. Et voilà. Du coup, j'ai l'impression que peut-être ce qui s'est passé, bon, là je fais de l'histoire fiction, c'est que quand on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait être surdoué sans être brillant du tout, et on peut même être surdoué en échec scolaire, ça c'est sûr que ça arrive, du coup les gens se sont mis à penser qu'en fait le fait d'être surdoué c'était le contraire, c'était un handicap et que ça poussait à l'échec scolaire. Et ensuite ça s'est renversé chez pas mal de parents qui se sont mis à penser que quand leur enfant est en échec scolaire, c'est un signe de précocité quasiment. Voilà. Et ça c'est pareil, je le tiens de psychologues de terrain qui voient déferler depuis quelques années. Il y a même eu des articles là-dessus pour dire c'est pas possible. On reçoit maintenant des parents en quantité industrielle qui viennent nous voir parce que leur enfant est en échec scolaire et qui sont convaincus qu'il est forcément surdoué. Alors je rappelle le chiffre que tu avais donné au départ, bon, même s'il est arbitraire, c'est 2,3%. Dans la définition la plus réduite. Ça peut pas être beaucoup de gens, quoi. Voilà, mais alors, on peut expliquer ça, disons, du point de vue des parents. C'est quand on a un enfant qui est en échec scolaire, s'il n'y a pas un problème familial ou un trouble 10 ou je ne sais quoi évident, en fait, l'hypothèse la plus évidente, c'est plutôt qu'il a un QI faible. Si c'est pas un problème de motivation ou d'intérêt pour l'école, parce que ça aussi c'est très fréquent. Mais le QI faible, c'est dur à vivre pour les parents peut-être. Ben voilà, c'est ça, on n'a pas tellement envie. Et donc on se met à la place des parents, on se dit on a le choix entre un QI faible, par exemple, et puis d'autres hypothèses bien sûr, ou alors un QI tellement élevé que du coup ça lui pose des problèmes. Alors évidemment on a envie de sauter là-dessus et de se dire notre gamin est surdoué puisqu'il rate à l'école. Mais c'est très embêtant pour les psychologues parce que quand ils reçoivent les parents, ils font les tests et dans la quasi-totalité des cas, ils trouvent que l'enfant n'est pas surdoué. De temps en temps, il est surdoué, effectivement, mais c'est quand même rarissime. Et donc après, il faut annoncer ça à des parents qui sont montés le bourrichon un peu et qui sont convaincus que leur enfant est surdoué. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut faire passer l'information qu'un enfant en échec scolaire, a priori, il n'est pas surdoué. Comme ça évite les fausses attentes, ça évite les déceptions voilà, en fait, et les incompréhensions. En fait, on peut voir les choses même comme ça. Un enfant ordinaire, a priori, il n'est pas surdoué parce qu'il n'y en a que 1 sur 40. D'accord. Si en plus il est en échec scolaire, il y a encore moins de chances qu'il soit surdoué. Donc il y a moins d'une chance sur 40 qu'il soit surdoué. Bon, pas de chance, mais c'est comme ça. Voilà. Ceci dit, ça arrive quand même. Bien sûr. On est bien d'accord. Alors ensuite, donc, il y a eu cette idée de... Vlad, tu tapotes sur ton clavier peut-être? Est-ce intéressant ou est-ce que tu nous coupes ton micro? Je vais couper le micro quand je tape, je suis désolé. Ah, d'accord, merci beaucoup. Il n'est pas surdoué. Qu'est-ce que je racontais du coup, moi du coup, l'enfant en échec scolaire, il a encore moins de chances que les autres d'être surdoué, et ça, c'est un fait, et voilà, on en est là. Voilà, mais je pense que l'idée de l'enfant surdoué en échec scolaire, en fait, c'est un contre-stéréotype du stéréotype de l'élève qui est forcément brillant. D'accord. Ce qui n'est pas le cas non plus. Ça fait alors après, ce qui s'est passé, un autre élément, je pense, qui a beaucoup joué ici dans la balance, c'est le rôle des associations de parents d'enfants précoces, qui sont quand même des enfants à besoins éducatifs particuliers. C'est-à-dire qu'à l'école, ils s'ennuient particulièrement, qu'ils ne sont pas suffisamment nourris, si on veut, et qu'ils auraient besoin d'un enseignement qui va un peu plus vite, au moins, qu'il n'aurait pas du tout proposé en France, en tout cas. Il y a certains pays dans le monde où la politique est complètement différente, notamment, alors il me semble que la Corée est pas mal comme ça, mais sinon les plus représentatifs, c'est Israël et les États-Unis. Surtout Israël, où ils ont une politique vraiment de détection des enfants précoces, le plus systématique possible, pour leur proposer un enseignement adapté. Et les raisons de faire ça, pour eux, c'est pas forcément très humaniste, hein, c'est simplement une raison sociale, si on veut. Ils se disent, s'il y a des enfants
qu'on peut repérer maintenant et qui peuvent devenir de grands scientifiques, ce serait vraiment con qu'ils ne deviennent pas de grands scientifiques et que ça ne fasse pas du bien pour notre pays. Voilà. En France, on n'est pas du tout comme ça, on est plutôt anti-élitiste, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Alors bon. Et du coup, l'éducation nationale a une position qui est très claire, c'est si un enfant est très intelligent, tant mieux pour lui, on ne va pas en plus, déjà qu'il a de la chance, que en plus les enfants précoces sont plus souvent issus de familles riches que de familles pauvres. Il y a une surreprésentation des précoces chez les classes sociales favorisées. Ça, c'est vrai, même si on en trouve dans toutes les classes sociales. Et ça, on pourra en parler un peu. On a des explications à ça? Pardon? Est-ce qu'on a une explication sur pourquoi est-ce qu'on a plus d'enfants précoces dans les familles plus aisées? Alors d'abord, le QI est lié à la réussite sociale, d'une part. Et puis d'autre part, l'environnement joue quand même sur le QI. Et mais quand on n'a pas bien sûr. Est-ce qu'il y a un facteur génétique? La question qui fâche? Oui. Voilà, bon, c'était la réponse courte. Ok, très bon. Passons là-dessus, mais ok. Donc voilà, il y a des raisons pour lesquelles dans les classes favorisées entre guillemets, il y a plus d'enfants précoces. Et du coup, en France, on n'aime pas trop cette idée-là. Du coup, si je résume, en gros, ta pensée, voilà. Du coup, on ne fait pas d'efforts pour les favoriser, d'accord? Tout à fait. Et même très explicitement, l'éducation nationale donc, a mis très 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 longtemps avant de reconnaître simplement qu'il existait des enfants précoces et qu'ils avaient des besoins éducatifs particuliers. C'est fait depuis quelques dizaines d'années, mais c'est vraiment récent. Et même maintenant, en fait, leur politique, c'est de dire on peut aider les enfants précoces à condition qu'ils aient des problèmes. C'est-à-dire, en gros, si on peut aller les voir en leur disant mon enfant est précoce, alors on a la preuve. Et en plus, il est en train de faire une dépression parce qu'il s'ennuie à l'école. Dans ce cas, ils font quelque chose. Sinon, ils considèrent que c'est pas de leur ressort, qu'ils n'ont rien à faire. C'est pas leur mission. Et du coup, je pense que ça a poussé les associations de parents d'enfants précoces à faire dans la victimisation, simplement pour faire bouger l'éducation nationale. Donc, je peux comprendre ça aussi. D'accord. Et donc, ils ont fini par dire attention, si vous faites rien, mon gamin, là, il réussit brillamment en CM2, mais il va complètement se planter au collège. Et du coup, ils ont cherché et probablement gonflé des chiffres qui viennent plus ou moins de nulle part sur l'échec scolaire des enfants précoces. Alors, il y a un chiffre qui tourne tout le temps, qui est 30%. Je pense qui tourne simplement parce qu'il est facile à retenir, qui dit que parmi les surdoués, 30% se plantent à l'école, sont en échec scolaire, 30% sont dans la moyenne et 30% réussissent bien. Voilà, c'est bien, ça fait un tiers, en gros. C'est pratique, c'est propre comme chiffre, c'est bien. Donc c'est facile à retenir. J'ai cherché l'origine de ce chiffre, j'ai fini par retrouver l'origine, mais c'est pas du tout fiable. Alors j'ai trouvé deux origines en fait, une complètement obscure, on ne sait pas trop d'où ça sort, et l'autre qui est faite vraiment n'importe comment. C'est à partir d'un questionnaire auprès de parents d'enfants. Je vais expliquer pourquoi c'est problématique. En fait, c'est un questionnaire auprès de parents d'enfants qui sont dans une association pour enfants précoces. Donc premièrement, l'échantillon est biaisé. Bien sûr. Parce que les parents qui éprouvent le besoin d'aller dans des associations pour aider les enfants précoces, en général, c'est des parents qui ont des enfants précoces ayant des difficultés ou des problèmes. Sinon, ils ne vont pas là-bas. Et d'autre part, ce qu'ils appellent l'échec scolaire, c'est simplement la réponse des parents. On a demandé aux parents, est-ce que votre enfant est en échec scolaire? Oui, donc ça dépend du critère. Que eux-mêmes vont avoir sur la question. Voilà. Et quand on pense que son enfant est brillant, voilà, s'il a 12 de moyenne, on peut estimer qu'il est en échec scolaire. Alors, j'ai vraiment pas trouvé d'études sérieuses pour estimer juste ça, le pourcentage d'échecs parmi les enfants précoces. Par contre, il y a d'autres thèmes qui sont liés et où il y a des données au niveau international. C'est ce qu'on appelle les enfants précoces sous-réalisateurs, dont on a parlé tout à l'heure. Ah, ok, oui. Et là, on tourne autour de 30%. Et ça suggère très fortement qu'il y a beaucoup moins que 30% d'échecs scolaires. Alors, j'ai pas compris. Tes chiffres 30%. Tu peux réexpliquer? Donc, sous-réalisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire un enfant qui a des résultats scolaires très en dessous de ce à quoi on pourrait s'attendre compte tenu de son QI. D'accord. Et Donc, ça peut être par exemple. Ouais.
quelqu'un qui n'a pas de mention au bac avec un QI de 140, voilà, c'est un élève sous-réalisateur. Très bien. Quelqu'un qui est dans la moyenne ou plutôt bon, mais avec un QI exceptionnel de 150, si on est juste plutôt bon et qu'on n'est pas le premier de la classe, on est sous-réalisateur. Très bien. Voilà, des sous-réalisateurs, il y en aurait à peu près. Alors les estimations sont très variables, mais ça tourne autour de 30%. Donc 30% des surdoués seraient dans ce cas-là. Voilà, sous-réalisateurs. Mais donc dans les sous-réalisateurs, évidemment, il y a seulement un petit pourcentage qui est en échec scolaire. Les autres ne sont pas en échec. Il peut être deuxième de la classe et il sera quand même dans le cadre il n'est pas voilà, au bac potentiel. En gros, on estime on essaye de deviner les notes qu'il devrait avoir compte tenu de son QI. Donc plus le QI est élevé, plus il devrait avoir des notes élevées. Et si on est très loin de ces notes, très en dessous, eh ben, on estime qu'il est sous-réalisateur. Même s'il a des notes raisonnables par ailleurs. Voilà. D'accord. Mais évidemment, la réussite scolaire, ça dépend énormément, notamment de l'intérêt, surtout chez les plus petits, de l'intérêt pour l'école. Bien sûr. Je crois que j'avais lu quelque chose qui disait que l'école favorise ceux qui aiment l'école, en fait. Quand on aime l'école, on réussit à l'école. Quand on n'aime pas, on échoue, indépendamment de ses capacités. Ouais. Bon, c'est plus ou moins vrai, bien sûr, mais en tout cas, j'ai lu ça. Hein. Je l'ai lu, donc c'est forcément vrai. Donc c'est vrai. C'est passé à la télé. Vlad, est-ce qu'on a des réactions dans le chat des gens qui font des... Parce que moi, je n'ai pas accès au chat, je ne sais pas ce qui s'y dit. Là, on nous demande s'il est vrai que les surdoués ont plus de mal à intégrer les codes sociaux. Ah, donc tout ce qui est social, vie sociale, ça rejoint un peu la question de l'autisme. Hein. Ça rejoint Asperger. D'ailleurs, la personne qui pose la question le reconnaît. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on a là-dessus des données sur les enfants ou sur les adultes surdoués et de leur relation avec les gens autour? Alors ça, c'est une question que j'ai pas creusée. Ça revient souvent dans les témoignages et tout ça. J'ai pas creusé pour voir s'il y avait des études sérieuses là-dessus, donc j'ai pas de réponse. Désolé, je sais pas. Non, mais ça montre quelque chose qu'on a dit quand on a préparé l'émission, à savoir que c'est un sujet et c'est une méthode. Enfin, on n'est pas encore mature sur le sujet. Il n'y a pas encore une méthodologie complète. Il n'y a pas encore forcément de définition assez carré, assez posé pour que tout le monde soit d'accord sur le point de départ à partir duquel travailler. Et ça sera la fin de l'émission. On va revenir sur la manière dont la science aborde ces questions-là et quelles sont les limitations. Sinon, on nous demandait aussi s'il est possible de travailler pour augmenter son QI. Ah oui, c'est vrai. Alors ça c'est une question très controversée. Il y a des programmes mis au point par des psychologues pour augmenter. Alors, plutôt que le QI, c'est souvent la mémoire de travail qui est un élément très important du QI. Et alors, c'est controversé. Donc, il y a des gens qui disent apporter la preuve que ça marche, d'autres qui refont les expériences et qui trouvent que ça marche pas. Et il semblerait que si ça marche, en tout cas, ça marche pas de manière spectaculaire. Mais voilà, c'est un point qui est vraiment discuté, un peu casse-gueule. Récemment, on a retiré en fait toute mention de ces questions dans un projet parce qu'on s'est dit c'est vraiment casse-gueule. On peut tomber sur des militants de oui c'est possible ou sur des militants de non c'est pas possible. Pour l'instant, il y a pas de consensus encore. Donc, en gros, les gens faites avec votre QI, hein, c'est comme avec votre tronche. Voilà. Mais une autre question qui est liée et qu'on pose souvent, c'est est-ce que le QI est stable au cours de la vie? Et alors, comme je le signalais un petit peu tout à l'heure, en fait, dès la fin de l'enfance, début de l'adolescence, en fait, c'est remarquablement stable et jusqu'à un âge très avancé. Il y a eu une étude de quelqu'un qui a retrouvé, je crois que c'était 70 ans après, des gens qui avaient passé un QI à 11 ans. Et donc avec 80 ans, c'est corrélé totalement. Et il trouve une corrélation remarquable. Et est-ce qu'on a une idée, tant que j'y suis, même si tu n'as pas de réponse, moi je pose la question, sur l'impact des maladies dégénératives sur les surdoués? Est-ce qu'ils sont plus résistants à tout ce qui va être Alzheimer, Parkinson, enfin, de cas surtout Alzheimer et la sénilité en fait? Est-ce qu'ils sont plus sensibles ou plus résistants à ça? Ou est-ce qu'on ne sait pas? J'ai aucune idée. Aucune idée. Tu peux rajouter ça dans la liste des choses à savoir pendant 15 jours, s'il te plaît? Je veux une étude complète sur le sujet pendant 15 jours. Voilà. C'est exigeant. Et du coup, j'avais une question qu'on a posée pendant la pause musicale, au cas où ça s'était revenu, c'est le mot zèbre
qu'on rencontre sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y a une page Facebook. Donc, c'est des gens qui se considèrent, enfin, je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est des assos de surdoués ou des groupes de gens surdoués qui s'appellent des zèbres. Alors, pourquoi ce mot? Ouais, je ne sais pas exactement pourquoi. On me l'a dit à un moment, mais j'ai complètement oublié. Il y avait une explication de pourquoi le mot zèbre. Mais ouais, c'est un mot qui a été inventé. Alors, si je me trompe pas, ça a été inventé par Jeanne Siofachin, qui a monté une association qui fait plein de choses et qui n'arrête pas de publier des livres sur les enfants surdoués. Et puis ça a bien pris. Donc c'est la com. Et là, ça devient Z en fait. Le zèbre est devenu Z. Z, c'est les zététiciens, ça va pas ça? Ben oui, alors c'est aussi les zététiciens, mais il y a sur Facebook, il y a des groupes de Z-man, par exemple. Et le Z tout seul, ça peut évoquer le zèbre et donc surdoué, ouais. C'est compliqué. Mais du coup, tu as évoqué les livres et je sais que je vais poser une question épineuse et je m'en excuse par avance parce que je sais que comme tu bosses sur le sujet, tu connais un peu tous les gens. Mais il y a beaucoup de bouquins qui sont publiés dans ce domaine-là. En tant que zététicien et sceptique que nous sommes ici, on se doute que dans ces sujets-là, il y a forcément pas mal de bullshit. Il y a pas mal de gens qui croient des choses. Il y a tellement d'idées reçues que si ces idées reçues, si elles perdurent, c'est parce qu'il y a des bouquins qui les véhiculent. Donc, est-ce que tu peux nous donner vraiment des titres d'ouvrages qui sont bien foutus, dans lesquels les gens peuvent à part le tien, naturellement, mais et éventuellement, si tu as le culot, des titres à éviter, quoi. Est-ce qu'il y en a? Ou est-ce que tout est bien? J'aurais un doute. Ben alors, comment dire? Comment être, voilà. Alors, non, mais je vais vous raconter comment j'ai fait le bouquin parce que ça. Voilà, c'est intéressant. Pour voir un peu le milieu de l'édition par rapport à ces questions-là, ça peut être intéressant en effet. En fait, il y a des livres, il en sort quasiment toutes les semaines, c'est impressionnant. Hein. Oui. Alors, du coup, je ne peux pas suivre. Hein. On m'a recommandé le livre de Gabriel Val, par exemple, qui m'a l'air assez sérieux, et je crois que c'est de ses collections, je ne me trompe pas. Mm-hmm. Mais je n'ai pas encore lu, à vrai dire. Mais voilà, des échos que j'en ai eus, ça avait l'air vraiment bien. Sinon, comment ça s'est passé? Moi, il y a à peu près, je crois, ça fait peut-être 10 ans maintenant, mais j'avais assisté à une conférence grand public sur les enfants surdoués, puis ça m'a passionné. C'est là que je me suis dit que je voulais travailler dessus. Puis bon, ça a un peu traîné, du coup, il y a eu une très grande pause. Mais du coup, après cette conférence, je me suis mis à lire pas mal de livres donc, qui sortaient. Et en fait, dans tous les livres que j'ai lus, je retrouvais la même chose que, comme rationaliste, je trouvais très frustrant. C'est-à-dire que, en fait, c'est des livres qui s'adressent à des parents d'enfants précoces qui ont des difficultés et qui veulent les résoudre. Donc, c'est des livres concrets, qui donnent des conseils, qui sont plutôt des témoignages. Voilà, c'est un peu des guides pratiques, quoi. Ouais, c'est pas des bouquins qui expliquent vraiment les mécanismes derrière, quoi. Et alors, généralement, c'est écrit par des gens qui connaissent des enfants surdoués. Alors, je fais exprès de dire des, j'explique après pourquoi. Et je dis pas les enfants surdoués, mais qui connaissent des enfants surdoués pour travailler avec eux, parce qu'ils sont dans des associations, parce que c'est des psychologues sur le terrain qui sont spécialisés dans les enfants précoces. Et donc, ils donnent leur opinion, en fait. C'est des opinions éclairées. Voilà, ce que j'ai vu comme livre, c'était des opinions éclairées, parce que c'est des opinions de gens qui travaillent avec des enfants précoces. Et ce que j'ai découvert après coup, c'est qu'il y avait un décalage énorme entre ce que eux racontent, leur opinion éclairée, et puis ce que racontent les gens qui travaillent du côté de la recherche sur les enfants précoces, qui sont en général beaucoup plus modérés, qui trouvent en général beaucoup moins d'effets négatifs à la douance. Ben ça, oui, juste ça, pour cette idée-là, c'est quand même c'est à la fois logique et on n'y pense pas. C'est qu'en effet, les gens dont tu parles qui témoignent et qui travaillent en tant que psy, forcément, ils croisent plus de gens qui ont des problèmes. Donc forcément, leur échantillonnage, il est biaisé et ils peuvent avoir tendance à penser que les surdoués ont plus de problèmes que les autres. C'était juste pour rebondir là-dessus. C'est ce que je voulais dire après. Pardon, excuse-moi, je t'écoute. Non, c'est pas grave, on peut le dire avant. On l'aura dit 2 fois, c'est bien. En fait, dans l'idée des si quelqu'un travaille sur le terrain. Désolé, j'étais sûr d'avoir été c'est pas possible. Le boulet. QI, mais il n'a pas le niveau. Hein. Je suis malade, je suis trop intelligent et donc inadapté.
Voilà. C'est parfaitement cohérent. Merci. Coupe ton micro. Je comprends pas les codes sociaux. C'est pas grave. Ah là là. Donc, Donc, pardon, donc tu disais que les bouquins qui sortent, voilà. Dans l'esprit des lecteurs, en fait, une personne qui est psychologue de terrain, qui voit des enfants surdoués tout le temps, forcément, c'est la personne la plus experte sur les surdoués. Voilà comment les gens imaginent les choses. D'accord. De même qu'un chirurgien ou un médecin qui est vraiment médecin, pour eux, ça va être la personne la mieux placée pour parler des maladies. Et en réalité, c'est vrai pour certaines choses. Par exemple, pour dire comment on peut aider un enfant surdoué qui est anxieux parce qu'il est surdoué ou qui est en échec scolaire en étant surdoué. Et ça, voilà, il a des problèmes particuliers qui relèvent de la précocité intellectuelle. Pour ça, c'est les mieux placés. De même que le médecin, c'est le mieux placé sûrement pour me dire quel médicament je dois prendre. Par contre, si on se pose des questions générales sur les surdoués, comme est-ce que c'est vrai qu'ils ont plus d'humour, est-ce que c'est vrai qu'ils sont plus créatifs, est-ce que c'est vrai qu'ils échouent souvent à l'école, si je prends l'équivalent en médecine, c'est pas un médecin qu'il faut demander, c'est à quelqu'un qui fait de l'épidémiologie. Parce que le médecin, lui, il voit que des malades, il voit pas ce qui se passe en général, il voit que à côté de chez lui. Et je pense que c'est pareil, voilà. C'est le même problème qui se pose, c'est-à-dire que tous les témoignages que j'ai lus, disons, on va pas dire témoignages quand même, on va dire c'est des livres d'opinion éclairée, mais tous biaisés dans le même sens parce que c'est écrit par des gens qui rencontrent essentiellement des surdoués qui ont des problèmes. Et qui n'ont pas pris la peine de se baser sur la littérature, en fait. Parce qu'ils pourraient, sinon, s'ils avaient le recul pour aller sur la littérature, ils pourraient écrire des bouquins qui soient scientifiques, entre guillemets. Oui, tout à fait. Moi, j'ai discuté avec des gens qui font les deux, qui sont à la fois psychologues de terrain et qui font de la recherche. Et en général, en fait, ils ont du mal parce que quand tu vois quelque chose tous les jours dans ton cabinet, même si tu as lu la littérature et tu dis c'est pas validé, tu penses quand même que c'est vrai. Et souvent, c'était ça qui s'est passé. En fait, c'est des gens qui disent, par exemple, pour l'anxiété, qui est l'exemple que je prends tout le temps parce que j'ai fait une méta-analyse là-dessus, l'idée que les surdoués sont plus anxieux, ça revient tout le temps, et c'est absolument pas validé du tout. Il y a eu au moins 13 études faites là-dessus, qui vont quasiment toutes dans le sens inverse, ou soit dans le sens inverse, soit dans le sens il n'y a pas de différence. Voilà. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est terrible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils sont angoissés, se rassurent en disant qu'ils sont surdoués peut-être. Et là, tu es en train de dire que parce qu'ils sont angoissés, ils ont encore moins de chances d'être surdoués que quelqu'un qui ne sera pas angoissé. C'est terrible. Ah non, il n'y a pas de... Non. Ouais, enfin, il semblerait, grosso modo, si on met tout ensemble, il semblerait qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. C'est ça, voilà. On peut tout à fait être anxieux et surdoué, il n'y a pas du tout de contradiction. Non, d'accord, bon, j'utilise un peu vite. Mais disons, voilà, pour revenir juste aux gens donc, qui sont à la fois dans la recherche et dans la pratique, et ben, en général, ils finissent par se dire que quand même, non, ils ont vu trop de surdoués anxieux, donc ils ont bien conscience qu'il y a un problème d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu tous les surdoués, mais ils se disent que quand même, c'est la recherche qui est pas bien faite, qu'il faut attendre d'autres recherches, et donc au mieux ils suspendent leur jugement, mais rarement ils se disent bon bah c'est une impression que j'ai mais c'est faux. Donc ça c'est les biais de confirmation, c'est même quand on sait que ça existe, on est toujours victime de ça. Je crois que c'est notre prochain épisode dans la tronche, il me semble qu'on parle de ça. Et donc même les gens qui sont dans le milieu du soin, etc., sont pas du tout épargnés par ces biais-là, je dirais même au contraire, parce peut-être qu'ils surestiment leur capacité à en tenir compte. Oui, c'est ça, parce qu'ils ont conscience du problème et souvent, je pense qu'ils sous-estiment. Et donc, et pour revenir à l'histoire de mon livre, du coup, en fait, j'avais lu tout ça, j'avais trouvé ça passionnant. Moi, je croyais à fond à tout ce qui était marqué dedans, parce que, comme tous les lecteurs, on me dit que c'est des spécialistes. Donc, ce sont des experts. Des experts. Petite dédicace à Xavier qui adore le mot expert. Voilà. Non, mais en plus, ils disent tous la même chose. Donc, je me suis dit que c'était vrai. Mais quand même, je trouvais que ça manquait de références, d'études et tout ça. Et du coup, j'ai été voir des gens à l'université qui travaillaient sur les enfants précoces, avec qui j'ai discuté. Et puis, c'est là que je me suis dit, bah, quand même, il y a un décalage entre ce qu'eux me racontent et puis ce que je lis dans les bouquins. Quoi. Et du coup, j'ai cherché des livres et j'ai pas trouvé. C'est-à-dire des livres comme celui que j'ai fait. C'est-à-dire des livres scientifiques, j'en ai trouvé. Mais alors, c'est pénible à lire parce que c'était avec un ton académique, ça s'adresse à des étudiants qui sont éventuellement en thèse. Mais en français ? Oui, en français, il y en a. Il y a Todd Lubart qui a écrit un livre chez Bréal, je crois, mais c'est un livre universitaire. D'accord, c'est ardu, quoi. Et donc,
voilà, il est complet, voilà, mais il est casse-pied à lire si on n'est pas étudiant. Mhm. Et en fait, le livre, là, moi j'avais laissé tomber cette histoire de surdoué parce que j'étais occupé par d'autres choses. Et c'est Gérald Bronner qui lançait une nouvelle collection au PUF. D'accord. Et il m'a décrit sa collection en me disant on veut faire de la vulgarisation à l'américaine. C'est-à-dire, en gros, dans le livre, on met tout ce qu'on mettrait, question contenu, tout ce qu'on mettrait dans un vrai livre scientifique, mais on le rend accessible à tout le monde. Ok. Voilà, c'était ça le deal. Et donc là, je me suis dit, voilà, c'est justement, pour les surdoués, c'est justement le livre qui manquait, en français en tout cas, que j'ai pas trouvé. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc voilà, Donc, si vous voulez un bouquin accessible mais à jour sur la littérature scientifique pour de vrai, voilà, au moins vous avez maintenant ce bouquin-là qui s'appelle Les surdoués ordinaires. Voilà, alors c'est bien. juste après, il y a eu le livre de Gabriel Val qui est paru dans la collection Que sais-je. Donc je pense qu'il est un peu du même genre en fait. Par contre, alors j'ai conscience aussi des limites de ce livre-là, c'est que s'il y a tant de livres qui sortent sur les surdoués, c'est pas que les gens se posent des questions métaphysiques et ont envie de savoir comment sont les surdoués en général, c'est parce qu'ils ont des enfants surdoués, que ça leur pose des difficultés, qu'ils savent pas comment s'adapter. Ouais. Et donc là, évidemment, mon livre est pas du tout adapté. C'est pas la même question, d'accord. Ouais. C'est pas du tout la même approche. Et dans ce cas, je sais pas quoi conseiller parmi tous les autres livres. Moi, Oui. tout ce que je peux conseiller, en fait, c'est pour un auditeur, si l'objectif c'est d'avoir des réponses pratiques, savoir quoi faire avec un enfant surdoué, où téléphoner, quelle association contacter, ou même comment gérer ça au quotidien. Voilà, il ne faut pas prendre mon livre, il faut prendre n'importe lequel. Autre, moi j'en ai vu plein qui disent tous à peu près la même chose. Simplement, à chaque fois qu'il y a des généralités, comme les enfants précoces font des cauchemars, les enfants précoces sont anxieux, les enfants précoces ont de l'humour, il faut vous en méfier, parce que ça, le plus souvent, c'est des impressions qu'ont les psychologues parce qu'ils ont vu ça beaucoup. Et ils ont vu ça beaucoup parce qu'ils reçoivent essentiellement des enfants surdoués qui, par ailleurs, ont des problèmes. Je comprends. Il y a beaucoup d'enfants précoces qui n'ont pas de problème. J'aimerais te reposer une petite question avant la deuxième pause, pour revenir un peu à une question qui avait été posée un peu avant, à savoir sur est-ce qu'on peut faire évoluer son QI, mais je pense aux parents qui, en stimulant leurs enfants, en essayant de leur faire écouter des musiques classiques, etc., ont l'idée que peut-être ils peuvent les rendre plus intelligents. Est-ce que ça, c'est complètement délirant ou est-ce que ça marche? Alors, c'est pas délirant pour deux raisons. D'abord, ça peut marcher, ça joue un tout petit peu sur le QI. Mais Plus on aussi, il y a pas que stimule, le plus on QI dans la stimule, vie. plus on peut. Enfin voilà. Ouais, mais il n'y a pas que le QI, il y a aussi les connaissances, voilà, tout ce qu'on connaît. Par exemple, l'école, ça fait pas monter le QI, D'accord. mais ça augmente les connaissances. Bien sûr. Voilà. Donc, si on a un QI de 100 à 11 ans, qu'on aille à l'école ou pas, on aura probablement un QI de 100 aussi à 30 ans. Mais par contre, on n'aura pas les mêmes connaissances. Mais avant 11 ans, est-ce que dans la petite enfance, parce qu'il y a même j'ai vu ça dans des films, des parents qui font écouter la musique classique dans le ventre de la mère. Tu vois, pour essayer dans l'idée que si l'enfant est exposé à des choses complexes, riches, belles, etc., il va se développer plus facilement. Est-ce que ça, c'est basé sur quelques petites choses un peu vraies, au moins, ou c'est juste une idée reçue? Non, ça, je crois que c'est l'effet Mozart, ça, non? Voilà. Ouais, l'effet Mozart, ça a été complètement démonté. Enfin, il y a eu une étude scientifique à une époque qui disait si on écoute de la musique classique, on devient plus intelligent. Mm-hmm. Et puis on s'est rendu compte que c'était faux. D'accord. Donc, ça fonctionne pas, mais ceci dit, ça fonctionne pas pour augmenter le QI. Non, mais après, écouter la musique classique, c'est une bonne idée. Je veux dire, voilà. C'est très bien. Donc, je veux dire, de toute façon, c'est bien. Oui. Comme il n'y a pas que le QI dans la vie, c'est bien de connaître la musique. Voilà. Donc. Et une dernière question que Vlad a fait remonter du chat. Est-ce que les surdoués auraient une plasticité cérébrale plus importante? Alors, ça me paraît un peu... Je doute qu'on ait une réponse, mais si jamais tu en connais une. Non, j'ai pas la réponse. Ouais. Je peux juste dire une chose un peu générale. Moi, c'est pas ma spécialité. Je n'ai pas étudié la biologie. Mm-hmm. Donc, ce qui concerne le cerveau, je vois ça d'un petit peu loin. Mais ce que je peux dire, c'est que quand j'ai regardé les études, parce que c'est très très à la mode et ça, c'est incroyable. À chaque fois qu'il y a le moindre truc qui sort sur les surdoués et quelque chose avec une image IRM, Ah oui. ça tourne en boucle pendant des semaines. Ah mais ça marche les images. Sur tous les blogs d'information.
Et moi, à chaque fois que j'ai regardé, en fait, ce que je trouvais, c'était des choses... c'est super intéressant, je trouve ça enthousiasmant aussi, mais j'ai jamais vu de découverte qui venait de l'IRM. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une grande découverte, entre guillemets, sur les surdoués avec l'IRM, c'est simplement la confirmation par l'imagerie de ce qu'on savait déjà par ailleurs. Mais les gens préfèrent les images, on est à l'ère de l'image, donc si tu as une image, c'est que c'est vrai. Avant, on n'était pas sûr. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi les gens ont l'impression que ça apporte quelque chose de complètement nouveau. Et en général, c'est pas le cas. Donc, par exemple, je vais prendre juste un exemple un petit peu ancien où c'était pas de l'imagerie vraiment, c'était avec un électroencéphalogramme. On sait que les enfants surdoués ont plus de facilité et qui sont plus curieux et qui pensent plus. Alors, ça veut dire que quand on leur demande pas de réfléchir à un problème, ils ont tendance à penser à des trucs un peu plus que les autres. Et par contre, quand on leur demande de réfléchir à un problème un peu facile, disons, de difficulté moyenne, pour eux, c'est pas difficile. Voilà. Et donc, on a mis des casques là, EEG sur la tête d'enfants précoces et pas précoces. Et puis, on leur a demandé soit de faire des problèmes assez faciles, soit de rien faire. Et on s'est aperçu que les surdoués avaient le cerveau plus en activité quand on leur demande rien de faire, et puis moins en activité, ce qui pouvait paraître paradoxal si on veut, quand on leur demande de faire un problème. Mais finalement, voilà, je trouve ça très enthousiasmant comme résultat. Mais c'est juste la traduction par EEG de ce qu'on avait déjà dit avant, par d'autres moyens psychologiques. La pensée divergente, un peu, non? Ça rejoint ça. Voilà, ça pourrait être ça, oui. D'accord. Voilà, donc. Du coup, je propose. Je suis dubitatif, moi j'attends toujours une découverte qui vient de la neurologie sur les enfants précoces. Mais peut-être que ça, c'est un problème, je veux dire, peut-être des médias qui trouvent plus de facilité à poser une image et puis à broder autour, plus qu'à partir d'un texte ou d'une notion qui est plus abstraite. Je pense que dans la manière dont les médias vulgarisent la science, il y aurait beaucoup à dire, et je pense qu'on va en parler dans la troisième partie d'ailleurs. On va parler un peu de la démarche scientifique et comment on fait tout ça. Putain, je me suis acheté un nouveau spray. Bled, on est de retour, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles? De quoi tu parles? Non, on n'est pas de retour, c'est dans 25 secondes. On est de retour, on est en ligne. Non. Bonjour tout le monde, nous sommes de retour. Donc, troisième partie de l'émission. C'était quoi ce qu'on vient d'écouter, mon cher? Alors, ce qu'on vient d'écouter, c'était Tim Minchin avec Lullaby, je ne sais pas comment vous prononcez, donc la petite comptine pour enfants, où en fait il chante et son enfant fait du bruit, et à la fin il dit que l'amour pour nos enfants grandit quand ils ont vraiment l'air morts. Plus ils ont l'air morts, plus on les aime. Voilà. Les enfants ne sont pas les seuls à faire du bruit, Skype aussi. Je vous rappelle à la volée que vous êtes sur Radio Campus Lorraine 106.1 FM à Metz, 99.6 FM à Nancy. On est toujours dans la tronche en live jusqu'à 23h et des poussières. Et on nous parle toujours de surdouance. J'ai bien aimé ce mot tout à l'heure. Il connaît tous les chiffres par cœur, je pense qu'il est surdoué. Il faudrait qu'on teste ton QI. Peut-être je vais me servir d'un de ces sites sur internet qui propose de le faire en 5 minutes. Oui, c'est très fiable. Je suppose que c'est très fiable. Voilà, à mort. Donc, de retour pour cette troisième partie, on va parler du fonctionnement de la science et de comment est-ce que c'est facile ou difficile de faire de la recherche, notamment sur le sujet qui a lieu, je recommence la phrase, notamment en lien avec les surdoués. Donc, Nicolas, je crois savoir que tu as travaillé sur le sujet quand même. Et donc, alors, comment ça se passe quand on veut travailler et faire une recherche scientifique sur les surdoués? Oui, il y a plusieurs choses difficiles, et alors, ça je l'ai découvert aussi en faisant mes recherches pour le livre, parce que contrairement à ce que je pensais, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de recherches, puis finalement il y a énormément de recherches sur les surdoués depuis un siècle, énormément, et en fait il y a beaucoup de recherches de très mauvaise qualité. Donc, il y a aussi quelques recherches vraiment remarquables, mais beaucoup de recherches de mauvaise qualité. Et donc maintenant que je m'y mets, je vois un peu mieux. J'avais déjà compris avant, mais je vois encore mieux maintenant que j'essaye de le faire, les difficultés qu'il peut y avoir à travailler sur ce sujet, et alors qui sont pour certaines liées vraiment au sujet des surdoués, et pour d'autres, mais ça m'intéresse aussi de parler de ça, et pour d'autres liées au fonctionnement de la science en général. Alors ce qui est vraiment lié aux surdoués, c'est d'abord le problème de la définition, dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas redire, mais simplement... Si chacun a sa définition et qu'on ne parle pas tous de la même chose, c'est très difficile d'arriver à un consensus. Et en science, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des réplications d'expériences et d'observations. Là, c'est un peu difficile. Et un autre problème
dont on n'a pas encore parlé directement et qui est très, très important pour les surdoués, c'est le problème de l'échantillonnage. Là, c'est vraiment lié aux surdoués. Alors, quand je dis c'est lié aux surdoués, c'est lié au fait qu'on essaye d'étudier un groupe de gens qui n'est pas visible. C'est-à-dire qu'a priori, un surdoué, ça ne se voit pas qu'on est surdoué, et donc on ne peut pas les repérer facilement. Pour savoir si un enfant est surdoué, avec la définition la plus courante, donc avec un QI supérieur à 130, il faut faire passer un test de QI. Normalement, ça prend 1h30, 2 heures au moins. Ça coûte cher en plus. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, le fait qu'il soit à peu près 1 sur 40 dans la population générale, ça rend les choses encore beaucoup plus difficiles. Parce que si on se met à la place du chercheur naïf, donc on ne pense pas à l'argent ni au temps, et on se dit, bah voilà, mais moi je voudrais étudier, je ne sais pas, je me pose une question, je voudrais savoir si c'est vrai que les surdoués ont plus d'humour que les autres, par exemple. Donc j'ai un test d'humour, c'est bon, ça je sais le faire passer à tout le monde, on va dire. Un test d'humour, déjà, moi ça m'intéresse, mais c'est trop tard. Ah oui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais c'est passionnant ça. Un test d'humour. Ouais. J'aimerais faire un test. Il y en a plein en fait. Je me sens mal, je vais faire un test d'humour. Pardon. Une des manières de mesurer le sens de l'humour, par exemple, c'est de demander de répondre à des blagues ou d'expliquer pourquoi des blagues sont drôles. Oh non. Et je donne juste cet exemple parce que quand on mesure l'humour de cette manière, il y a évidemment une composante intelligence qui entre en jeu. Et puis vocabulaire, etc. Oui. Mais bon, alors revenons, c'était juste un exemple. Pardon, je t'ai coupé, c'est mon habitude, je suis mal poli. Voilà, si je veux savoir si les surdoués ont plus d'humour ou pas. On va supposer que ce n'est pas un problème de mesurer l'humour. Comment je fais? Il me faudrait une centaine d'enfants ordinaires avec un QI qui tourne autour de 100. Ça, c'est vraiment très facile à trouver. Il suffit de prendre 150 enfants, disons, et sur les 150, j'élimine les 50 qui sont le plus loin de la moyenne, et voilà, j'ai un groupe d'enfants ordinaires. Et il m'en faudrait une centaine qui soient surdoués. Mais je voudrais avoir un échantillon représentatif. Ça veut dire que mes surdoués, il faudrait que je les ai choisis dans la population des surdoués que je ne connais pas, de manière aléatoire. La méthode la plus évidente pour faire ça, ce serait de faire passer un test de QI à vraiment plein d'enfants, jusqu'à ce qu'on ait trouvé une centaine de surdoués. Mais si on fait le calcul, pour avoir une centaine de surdoués, il faut 4000 enfants. Alors il faudrait sélectionner 4000 enfants pour espérer avoir un échantillon correct. C'est beaucoup trop. Avec un test qui prend 1h30 et qui coûte plus d'une centaine d'euros. Si on parle de 400 euros fois 4000. Alors ça s'est déjà fait quand même. C'est un gros budget, c'est bien. Il y a eu quelques études quand même, mais il faut que ce soit organisé par. Là, c'était organisé par l'INETOP. Enfin, c'est des institutions du gouvernement qui organisent ça, mais il y a eu dans les années 60, et puis ça a été répliqué après 1 ou 2 fois. Il y a eu des grandes études où on a fait passer des tests d'intelligence collective en France à 126 000 enfants jusqu'à la 5e, je crois. Et du coup, on a plein de données on a leur quotient intellectuel, et puis on a des questionnaires qui étaient passés aux parents, aux enseignants, on a des données médicales, etc. Mais pour donner un exemple très concret, là, on vient de finir d'analyser des données sur les troubles émotionnels éventuels chez les surdoués. Sur un bel échantillon, un bon échantillon. C'est formidable, c'est rarissime qu'on ait un vrai échantillon comme ça, représentatif. Comment ça a été fait? On a trouvé 2000 personnes, 2000 mères qui ont accepté de participer à une expérience. Au bout de quelques mois, sur les 2000, il en reste 1000. Parce qu'il y en a qui déménagent, il y en a qui laissent tomber, qui en ont marre, voilà. Donc il en reste 1000. Ça veut dire qu'on a des données sur 1000 enfants. On a le QI, on a plein de trucs, c'est très intéressant. Et sur les 1000 enfants, on a trouvé exactement le nombre de surdoués qu'on s'attendait à trouver, c'est-à-dire 23. 23, c'est un tout petit échantillon. Donc du coup, on se retrouve à faire une étude colossale pour au final avoir un petit échantillon. Alors l'étude n'était pas faite pour étudier les surdoués, c'était pour des choses beaucoup plus ambitieuses de médecine, etc. Mais c'est pour illustrer le décalage qu'il peut y avoir entre l'investissement qui est énorme pour avoir à la fin un petit échantillon. Ouais, donc pour avoir une étude qui soit vraiment robuste et solide, c'est pas comme dans les autres sciences, en physique ou en chimie, où il suffit entre guillemets d'avoir le produit. Enfin, le problème de l'échantillon est vraiment extrêmement crucial dans toutes ces études-là, quoi. C'est ça qu'il faut faire comprendre que la difficulté, c'est ça. Ce que je disais toujours aux étudiants, c'est que la différence fondamentale qu'il y a entre ce qu'on appelle les sciences dures et les sciences molles, peut-être, c'est que dans les sciences molles, comme la psychologie, sciences humaines, on va dire, on n'essaye pas de démontrer des résultats universels. On ne veut pas démontrer un résultat qui est vrai. Merci. On veut démontrer des résultats généraux, c'est-à-dire qui marchent en général ou en moyenne.
Et à cause de ça, on a besoin d'échantillons et on a besoin de faire des statistiques. Et, ça, Et et donc, alors, je crois savoir que c'est, en plus, tu enseignes les maths, et il y a quand même, à l'heure actuelle, depuis quelques années ou quelques mois, pas une polémique, mais il y a quand même une crise dans les sciences humaines, où en psychologie en particulier, où on remet en question pas mal de choses, parce que les stats ne seraient pas de très bonne qualité. Donc ça rejoint ce que tu dis, que c'est difficile d'avoir un échantillon de bonne qualité, et qu'en plus, ouais. d'ailleurs, il faut le traiter de manière très, très rigoureuse, et avec des maths qui soient au niveau, quoi. Apparemment, je crois savoir que y a des gens qui tirent un peu la sonnette d'alarme, comme quoi les sciences humaines, et en particulier la psychologie, ne seraient pas extrêmement propres là-dessus. Voilà, je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus, ou si tu veux continuer, pardon, c'est un peu hors sujet. Mais... Ça fera peut-être partie de ce que je voulais raconter après. D'accord, bon, je mets ça sous le coude, voilà, c'est pas plus tard. Ouais. J'essaye d'aller plus vite, là, juste simplement. Donc, je disais simplement, donc, pour faire une expérience bien, quoi, simple et bien, en fait, il faut développer des moyens considérables. Or, il se trouve que la science, comme ça fonctionne maintenant, si on regarde comment ça se passe du côté des chercheurs, c'est devenu vraiment... je dis c'est devenu parce que ça a vraiment empiré de ce côté-là. Ouais, mais on demande des résultats, on demande aux chercheurs d'avoir des résultats rapides, dans des bonnes revues, souvent, et du coup ça décourage complètement les grandes enquêtes comme ça. Alors, parce que... Juste pour réagir à ça, que c'est amusant. Alors c'était pas forcément vrai dans ton milieu, mais il y a des chercheurs en biologie, etc., carrément qui commencent par faire leurs travaux, qui ont des résultats, et qui demandent à financer des choses qu'ils ont déjà faites, pour pouvoir financer ce qu'ils vont faire après. Ah oui, ça on le sait presque tout le temps. Ouais. Parce que voilà, du coup, comme on n'est pas capable d'affirmer qu'on aura un résultat, il faut commencer par faire l'étude, on produit des résultats, et puis on demande aux décideurs qui votent ou qui décident des distributions des financements, de payer pour une étude qu'en fait on a déjà faite, et ça devient absurde, un peu. Oui, non, mais je crois que le système est un peu absurde. Ouais. Ceux qui réussissent bien dans ce système, je trouve qu'il est très bien, mais... c'est comme tout, c'est darwinien. On encourage un comportement qui lui-même va emballer le système. Et on arrive je pense qu'on arrive en bout de course. Il y a quelque chose qui commence à plus marcher très très bien. Donc voilà, une des modifications, ça a été pour la psychologie, que en gros maintenant les chercheurs ne sont jugés quasiment que sur le nombre d'articles qu'ils publient et le niveau de la cote, disons, des revues où ils publient. Donc impact factor et nombre de... Ça veut dire que en fait, personne ne lit jamais quand on évalue des candidats, que ce soit pour financer des projets, pour recruter quelqu'un, tout le développement de la carrière. En fait, on n'est jamais jugé sur ce qu'on a vraiment fait, sauf si on trouve quelque chose de révolutionnaire dont tout le monde parle. Oui. Et c'est rarissime, en fait. Dans ce cas, évidemment, voilà, tout le monde en a parlé, on sait ce qu'on a fait. Mais sinon, en fait, voilà, la quasi-totalité des chercheurs font des choses que les autres ne savent pas ce que c'est, ils vont pas lire les articles, ils vont simplement compter combien il y a d'articles par an, dans quelle revue, et c'est tout ce qui compte. Donc ça favorise évidemment des comportements, des stratégies, disons, pour publier plus vite. Et donc, pour donner des exemples, moi j'ai des collègues qui me disent, quand on fait une expérience sur 200 personnes, on prend d'abord les 100 premiers, et puis on fait un article dans une petite revue, et puis après, on met les 200 et on présente ça comme une extension de la première. Comme ça ça fait 2 articles pour la même truc. Alors qu'on n'est pas censé faire ça. Voilà. Éthiquement, normalement, c'était pas... Oui, Mais et du coup, voilà, ça a comme conséquence l'augmentation exponentielle ou quasiment des papiers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'articles qui sortent par jour, beaucoup plus que ce que quelqu'un peut lire en une vie, en fait, à l'heure actuelle. Ah oui, j'ai vu que la revue La Frontiers... Donc c'est une revue qui publie en ligne seulement, mais sur tous les sujets scientifiques, a publié en un an 50 000 articles, si je me souviens bien. Voilà, donc c'est plus que ce que moi je pourrais lire dans l'année. C'est effrayant. Et ça, c'est la conséquence directe du système dont tu parles. Voilà, que c'est purement un bilan comptable basé sur les chiffres, et ça donne pas de sens à la recherche, au final. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle le publish ou perish, donc publier ou périr. Et voilà, je te laisse, c'est ça dont on parle. Et donc, pour en revenir aux conséquences sur la recherche sur les surdoués, c'est que du coup, ça décourage vraiment les recherches bien faites, parce qu'on va pas s'amuser à aller chercher 1000 enfants pour avoir à la fin un échantillon de 23 surdoués.
ce qui sera considéré comme un petit échantillon. Ça se trouve, on ne pourra pas publier. Enfin, voilà. Donc, ce que font les chercheurs, poussés par l'urgence, parce qu'il faut toujours publier plus et plus vite, c'est qu'ils utilisent, mais bon, c'était déjà le cas avant, hein, il ne faut pas non plus dire que tout est récent et que c'était formidable avant. Oui, bien sûr. Mais simplement, donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des techniques pour être sûr d'avoir un échantillon d'une centaine de surdoués assez vite. Et les méthodes simples, c'est quoi? C'est aller dans des associations de parents d'enfants précoces, aller Voilà. demander à des psychologues de signaler les enfants précoces qu'ils ont vus. Et quasiment tous font ça. Et c'est-à-dire que la grosse majorité, en tout cas des recherches sur les surdoués, en fait, comparent des enfants ordinaires à des enfants surdoués ayant un trouble. Et c'est parce qu'ils ont un trouble qu'ils ont été repérés. Voilà, je ne vais pas développer plus que ça, mais disons, voilà, la quasi-totalité des échantillons sont biaisés, du coup, dans les recherches. C'est important, ça. Ce qui est assez déprimant. Ceci dit, quand même, on va dire des choses positives maintenant, parce que j'aimerais bien finir sur une touche Parce que positive. sinon, là, on t'écoute et on se dit, la science, ça ne vaut plus rien, on arrête tout, on met tous les scientifiques sur un bateau et on coule le bateau, et on sera beaucoup plus heureux. En fait, non. Je vais dire pourquoi on peut quand même être assez sûr de certains résultats. Donc, par exemple, le lien entre je vais prendre ça comme exemple, le lien entre la précocité et la créativité. On peut être sûr que les enfants précoces sont plus créatifs que les autres. Pourquoi? D'abord parce que il y a plusieurs... Les échantillons ne sont pas tous biaisés exactement de la même manière. Si je vais chercher mes enfants précoces auprès d'un service de pédopsychiatrie, comme font certains, je vais avoir des enfants avec des problèmes. Ça, c'est sûr. Si je demande aux enseignants de désigner des enfants, comme c'est fait très souvent, hein, souvent on demande aux enseignants, est-ce que dans votre classe, il n'y aurait pas un ou deux enfants qui vous paraîtraient surdoués? Et c'est ces deux enfants-là qu'on va tester. Dans ce cas, on obtient un échantillon qui est biaisé dans le sens des stéréotypes partagés par les enseignants. Bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'on aura plutôt une surreprésentation des élèves surdoués brillants, par exemple. Donc, ce n'est pas le même biais exactement. Alors, si on retrouve avec des biais différents toujours le même résultat, déjà, c'est un élément supplémentaire. Donc, et puis, le biais en soi, c'est pas dramatique si on est capable d'avoir un agencement qui minimise les biais entre eux. Voilà. Au final. Voilà. Donc, si on retrouve le même résultat avec des biais a priori opposés, c'est un signe positif. Pour la créativité, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les études sur la douance, en fait. Il y a des études sur le QI. Et donc, on a toute une courbe, c'est-à-dire qu'il y a des expériences qu'on portait sur plusieurs personnes, plus d'une centaine de personnes, parfois plusieurs milliers, et on voit la courbe de l'évolution de la créativité en fonction du QI. Voilà, et on voit que la courbe monte depuis les QI les plus bas jusqu'au QI de 120 à peu près, et qu'après, ça a l'air de stagner. Dans une étude comme ça, si on a 1000 personnes, même s'il n'y a que 23 surdoués dans le tas, le fait que ça monte régulièrement des QI les plus bas jusqu'aux QI les plus élevés, c'est quand même très convaincant pour dire que les QI les plus élevés ont bien une créativité supérieure aux autres. Pour d'autres cas, par exemple, certains se sont demandé est-ce que les enfants précoces sont plus souvent schizophrènes que les autres. Dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'ils appellent les études cas témoins. C'est-à-dire, on prend les choses à l'envers. On va se dire, c'est la même question de se demander est-ce que les surdoués sont plus souvent schizophrènes ou de se demander est-ce que les schizophrènes sont plus souvent surdoués. Et la différence, c'est que les schizophrènes, en général, on les détecte, alors que les surdoués, non. Et donc, dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est comparer un échantillon de schizophrènes et un échantillon de non-schizophrènes pour voir s'il y a plus de surdoués dans le groupe des schizophrènes. Ça a été fait. Et du coup, alors ça veut dire quoi? On veut savoir maintenant. C'était pas très bien fait parce que ça suggérait que les surdoués étaient un petit peu plus schizophrènes, sauf que comme surdoués, ils avaient pris en fait les résultats scolaires au lieu de prendre le QI, donc c'est quand même assez. Ouais, d'accord. Oui. Mais voilà, le QI en plus, oui, d'accord. Que forcément Voilà, donc ça c'est pas très fiable parce que ça n'a pas été répliqué et parce que la mesure utilisée pour définir les surdoués n'était pas terrible. Mais sinon, dans l'idée, c'est bien. Ça, c'est important aussi. On a évoqué, tu as évoqué la réplicabilité. Bref, le fait qu'il faut répéter les expériences, parce qu'un résultat isolé, tout seul, c'est un fort indice, mais c'est jamais une preuve. Parce que dans une publication, il peut y avoir plein de problèmes qui ne sont pas visibles, et du coup, lorsqu'on répète une fois, deux fois, les résultats, là, forcément, les sources d'erreur étant disjointes, si on a les mêmes résultats, ça confirme. Et ça, c'est pareil, ça implique qu'il faut avoir d'autres échantillons, et donc que ces études-là en particulier sont coûteuses, quoi, avant d'avoir un résultat fiable. Ouais, tout à fait. Alors, une autre raison pour laquelle, il y a deux raisons, je pense, pour lesquelles c'est important
que les résultats soient répliqués. La première, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il peut y avoir des erreurs et on ne va pas se répéter, mais l'autre qui fait que c'est encore plus important, notamment en psycho, c'est que en fait, les revues croulent sous les soumissions d'articles complètement et choisissent les articles qui leur paraissent les plus intéressants. Alors c'est vrai aussi dans les autres disciplines. Oui, c'est le problème. Surtout en psycho, je pense. Ouais. Et un des résultats, c'est que on retrouve partout, c'est beaucoup plus facile de publier un résultat qu'on appelle positif qu'un résultat négatif. Eh oui. Non, alors l'exemple que je prenais, complètement absurde, mais imaginons, donc je prenais ça comme exemple juste pour illustrer l'absurdité du truc. Imaginons que tout à coup, je me demande si toucher du carton, ça donne pas le cancer du côlon. Et je fais une expérience. C'est audacieux, mais on te suit. Alors, à chaque fois que je fais l'expérience, il y a un risque d'erreur. C'est-à-dire, donc je suppose que c'est pas vrai, qu'en fait, toucher du carton, ça donne pas le cancer du côlon. Nous sommes rassurés. Si on va appeler la presse tout de suite, parce que déjà que la viande donne le cancer depuis 2 jours, là, c'est effrayant. Alors du coup, si je fais mon expérience, il y a toujours un risque d'erreur, qu'en général on fixe à 5%, c'est-à-dire que j'ai une chance sur 20 de trouver que, en fait, si, ça donne le cancer. Donc c'est ce qu'on appelle un faux positif. Probablement, je ne vais pas trouver que ça donne le cancer, c'est un résultat négatif, mais il se peut que par erreur, je trouve que ça donne le cancer, c'est un résultat positif. S'il y a une centaine d'équipes qui ont la même idée bizarre que moi et qui font une expérience de leur côté, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs résultats positifs et plein de résultats négatifs. Seulement un résultat négatif comme ça, c'est pas publiable. Parce que si j'envoie à une revue un papier disant j'ai touché du carton, ça m'a pas donné le cancer du côlon, ils vont me dire bah oui, ça on s'en doute, ça n'a aucun intérêt, donc c'est pas publiable. C'est-à-dire que les gens l'envoient même pas en fait. Quand les chercheurs trouvent des résultats négatifs, généralement ils se disent oh ça c'est pas publiable, ils l'envoient même pas. Par contre, les quelques équipes qui par erreur ont trouvé un résultat positif vont se dire oh c'est formidable, ils l'envoient, et alors ça par contre c'est révolutionnaire. Et du coup, c'est publié. Forcément, souvent, le journal qui reçoit un article qui dit que toucher le carton donne le cancer, il le publie parce qu'il ne veut pas rater l'étude du siècle qui a prouvé un truc complètement étonnant. C'est ça, en fait. Voilà, et il le publie donc avant d'étudier les réplications. Voilà. Alors, par contre... Surtout si c'est signé par M. Seralini, par exemple. Par exemple, oui, alors là, c'est autre chose. Mais alors, donc, du coup, il y a ce biais sur les publications. Donc les publications positives sont plus faciles à publier, mais heureusement ce biais disparaît après la première publication, parce que si quelqu'un a publié, enfin disparaît, en tout cas est réduit, si quelqu'un a déjà publié un article disant que le carton donnait le cancer, moi je peux envoyer mon truc là négatif en disant bah moi j'ai réessayé, ça marche pas. Donc les premiers du coup, ne peuvent pas. Ça intéresse vraiment le journal d'avoir un article qui contredit ce qu'on croit savoir. Voilà. Toujours. Et nous alors récemment, peut-être tu as vu ça sur Facebook. Oui, j'ai vu ça. Oui. Avec 2 collègues suisses, on était très contents parce qu'on a réussi à publier un résultat négatif. Alors, on ne s'attendait pas à trouver un résultat négatif, mais enfin, on a trouvé un résultat négatif et on a réussi à bien le publier, mais on a réussi à bien le publier uniquement parce que le résultat positif, je vais le dire juste pour dire de quoi on parle, ça n'a rien à voir avec les surdoués. Ce qu'on s'attendait à trouver, c'est que les gens qui croient beaucoup aux théories du complot pensent que rien n'arrive par hasard. Voilà, c'est ça qu'on a testé et on a trouvé que c'était faux. Et ben on n'aurait jamais pu publier notre truc si on avait dit simplement bah tiens, on s'est demandé si par hasard les gens qui croient aux théories du complot ont pas cette idée que rien n'arrive par hasard, et puis on l'a testé, ça marche pas, ça aurait pas marché. Là ça a marché simplement parce que dans l'introduction on a pu dire il y a des sociologues très connus, il y a plein de gens très célèbres qui disent que quand on croit aux théories du complot, c'est parce qu'on pense que rien n'arrive par hasard. Et donc, du coup, on vient là donner une réponse et montrer que quelque chose qui était cru avant. Et le fait est que c'est un argument que moi je croyais, entre guillemets. Ça paraissait assez logique. Et en effet, je l'avais lu plusieurs fois. Et du coup, maintenant, j'évite de le dire. Mais j'aimerais quand même attendre, mon cher Nicolas, que ton étude soit répliquée et confirmée. Pour l'instant, je reste sceptique sur ce résultat. Oui, tout à fait. Non, tu as raison. Mais en soi, c'est intéressant et ça illustre bien le fait que quand on a une attente et qu'on amène un papier qui va contre ce qu'on attend, c'est plus facile à publier. Voilà, mais il faut que ça ait été dit avant. Voilà. Et donc, je ne sais plus où on en était du coup avec tout ça. Donc, on parlait de difficultés donc, à publier en général, les résultats négatifs. Donc, il y a toutes sortes de biais comme ça qui font qu'effectivement, il faut se méfier de plein de choses. Que pour les surdoués en particulier, il y a pas mal d'études qui sont assez mal faites, mais il y a quand même des méta-analyses. Et par contre, je reviens à mon idée de conclusion optimiste quand même.
pour mettre en garde, parce que beaucoup de gens me disent, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a dit oui, mais alors les études souvent sont mal faites, il y a des biais dans la plupart des échantillons, Souvent. en fait on n'est pas sûr parce qu'il faut que tout soit réciplié, il y a des biais de publication. Ouais. Et là les gens nous disent, ah bon alors dans ce cas, en fait la science ça vaut rien, et mon intuition c'est mieux. Et donc, c'est typiquement ce que j'ai comme réaction sur, je reprends toujours le même exemple sur l'anxiété. Quand je dis, beaucoup de gens disent que les surdoués sont plus anxieux, et moi j'ai 13 études qui disent que non, c'est pas vrai. On trouve soit pas de différence, soit on trouve des différences dans l'autre sens. Et après, comme je veux être rigoureux et dire toute la vérité, j'explique que dans les 13 études, en fait, on peut trouver des biais dans les 13 études, mais on en trouve partout. Et c'est là que les gens me disent, alors en fait, il y a des biais partout, donc ça veut rien dire, et donc j'ai raison de penser que les surdoués sont anxieux. Et ça me paraît pas du tout raisonnable, parce que avec tous ces défauts, il faut bien avoir conscience des défauts, évidemment, de la science, et les scientifiques ont bien conscience de ces défauts et essayent toujours de faire des expériences mieux. Malgré tout, les résultats de cette méta-analyse, par exemple, sur l'anxiété, c'est quand même beaucoup plus fiable que l'intuition d'une personne ou même d'un psychologue qui reçoit essentiellement des surdoués ayant des problèmes. La méthode, quand même, permet de pallier les erreurs et les défauts qu'elle produit. Et je pense qu'en fait, si les gens ont l'impression qu'il vaut mieux se fier à l'intuition qu'à la science, sur des sujets comme ça, c'est simplement parce que les scientifiques sont plus honnêtes et plus conscients des limites de ce qu'ils font. Ouais. Et que donc le scientifique dira, ah, moi j'ai fait mon test, mais c'était dans une école particulière, j'ai pris une définition du QI qui était de la douance qui n'est pas la plus répandue, donc éventuellement il pourrait y avoir des effets. Ouais. Et puis c'était dans un pays, pas dans un autre, il peut y avoir des effets culturels aussi. Alors que le type qui a l'impression dans son cabinet ou juste avec ses enfants surdoués que les surdoués sont en général plus anxieux, dira simplement, moi j'ai observé, point, voilà. Et puis il présentera ça comme un fait, alors c'est absolument rien d'un fait. C'est pas la même méthode, mais ça c'est très en dessous. Voilà, c'est un niveau de preuve très inférieur encore aux expériences même pas très bien faites. Ouais. C'est comme on dit, les gens aiment beaucoup la raison jusqu'à ce que la raison donne un résultat qui est différent de ce qu'ils pensent. Auquel cas la raison du coup devient moins intéressante. C'est pareil pour la science, quoi. Tant que la science va dans le sens de ce qu'on pense, on est bien content. Dès qu'elle dit l'inverse, elle a beaucoup moins de poids, quoi. On en doute. Mais comme disait Churchill, à propos de la démocratie, je dirais pareil de la science, c'est que c'est la meilleure méthode, c'est la pire des méthodes, à l'exception de toutes les autres. Voilà, à l'heure actuelle. C'est une bonne conclusion. J'aime bien. Je me tourne vers Vlad, voir s'il y a des choses intéressantes qui remontent du chat et quelque chose où on pourrait répondre en 2 minutes. Est-ce qu'on a des choses comme ça? Des choses auxquelles on pourrait répondre en 2 minutes, pas tellement. Bon. Mis à part une question qui... tiens, les surdoués sont-ils capables de mémoriser les informations plus facilement? Et question subsidiaire, les surdoués sont-ils capables de se reconnaître entre eux? Oh, est-ce qu'il y a un douance radar? C'est plus général que ça. C'est-à-dire que les gens sont capables... Par exemple, les parents sont assez forts pour savoir si leurs enfants sont surdoués quand même. Quand même. Donc ça c'est les enseignants aussi. J'ai l'impression que ça rentre un petit peu en opposition sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que les enfants ont que les parents ont une grande facilité à dire que leurs enfants sont surdoués, tandis que ils sont juste en échec scolaire. Ouais, disons qu'il y a beaucoup de faux positifs. C'est ça. Mais voilà. Mais alors pour les parents, j'ai pas de données quantitatives, mais j'en ai pour les enseignants parce que il y a longtemps de ça, quelqu'un avait conscience du problème de demander aux enseignants de désigner les élèves potentiellement surdoués, et donc avait fait un test en demandant donc aux enseignants de désigner chacun 2-3 enfants dans leur classe qui pensaient surdoués, et en faisant ensuite passer un test d'intelligence à tous les enfants. Et comme ça, il a pu mesurer combien d'enfants surdoués passaient inaperçus, c'est-à-dire n'étaient pas détectés par les enseignants. Et il a trouvé qu'on ratait, avec cette méthode, 20% des surdoués. C'est-à-dire que les enseignants désignent comme potentiellement surdoués 80% des surdoués. C'est pas si mal. Donc ça veut dire c'est pas si mal. C'est pas génial. Ils en désignent beaucoup plus parce qu'on leur demande 2 ou 3 surdoués alors qu'il y en a en moyenne un peu moins de 1 par classe. Donc il y a aussi pas mal de faux positifs. Okay. Mais quand même, c'est pas si mal. Et en général, les gens sont capables de dire si quelqu'un d'autre... Donc c'est pas réservé aux surdoués. On sent, quand on connaît quelqu'un, on est capable de dire s'il est intelligent ou pas. Et ça correspond en moyenne... Alors c'est toujours pareil, c'est toujours en moyenne, c'est statistiquement, hein, mais
ça correspond en général pas trop mal à ce que dit le QI. Donc les surdoués ne sont pas forcément plus doués que les autres pour reconnaître d'autres surdoués. C'est ça la réponse. Non, ça, je pense que c'est un genre de compétence qui est un peu indépendant du QI. Ça. D'accord, très bien. Merci. Voilà. Est-ce que tu veux revenir sur une idée vraiment forte de ton intervention, quelque chose que tu aurais oublié et qui te semble important ou sur lequel tu veux revenir avant qu'on conclue? Non, là, comme ça, j'ai pas d'idée. Bon, je pense qu'on a été extrêmement clair, c'était bien, c'était fort intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Alors, j'invite les gens à revenir dans 15 jours, puisqu'on recevra Julien Bobrov, qui est professeur de physique, on parlera de la physique quantique. Et c'est un personnage qui s'intéresse beaucoup à la vulgarisation, donc il a un regard de vulgarisateur sur cette discipline-là, donc ce sera, je pense, accessible à tout le monde et fort intéressant. Je vous rappelle, pour ceux qui verraient l'émission avant, que nous serons, Vlad et moi, à Paris, à Video City, les 7 et 8 novembre. Et le 8 novembre, on donnera une conférence d'une demi-heure sur la théorie de l'esprit, et on aura Ben de Notaveni qui fera des expériences avec nous, il sera notre cobaye. Voilà. Et sinon, je remercie Radio Campus et Sydney et Robin qui sont là à côté de moi pour la technique. Je vous dis donc à dans 15 jours pour la prochaine émission, ce sera le 10 novembre je crois. Je vous embrasse, bonne soirée. Vlad, un mot de la fin? Eh bien, des gens disent merci à Nicolas Gauvry, et je pense que c'est un très très bon mot de la fin en fait. Et ben voilà, merci Nicolas. Merci. Merci à tous. Et je vous dis bonne soirée, bonne nuit sur Radio Campus Lorraine. 99.6 Nancy, etc. 106.fm MS. Il est fort. Ravi d'avoir passé 2 heures avec la tronche en biais à discuter c'était bien. De surdoué. Merci à vous. À dans 2 semaines. Voilà, bye bye. La tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Asser Mandax.